Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page, qui est votre revue d'actualité spécialisée sur le monde des comics et de leurs adaptations. Nous revenons 3 fois par mois en compagnie de l'ami Corentin. En pleine forme. Pour vous faire un petit peu le débrief de tout ce qui se passe d'intéressant au niveau de la bande dessinée américaine et parfois pas si américaine que ça. Parfois elle est un peu... Même. Parfois elle est anglaise, des fois elle est britannique. Parfois elle est française. Même. Et parfois elle est même française quand je prends le contrôle. Ou japonaise des fois, ça arrive une fois. Du manga ? Oui, mais les mangas de super-héros. Marvel, les mangas Batman. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que tu veux parler un petit peu plus fort quand même ? Oui, je veux bien. Voilà, parce que tu es fatigué, mais il faut que les gens nous entendent. Ça a été une longue année. Ça a été une longue année, mais elle n'est pas finie. Elle n'est pas finie, Corentin. Alors, en premier lieu, on remercie évidemment, comme à chaque fois, notre sponsor Pulps, qui est partenaire de nos podcasts Front Page. On vous invite, comme toujours, à aller faire un tour. Alors, si vous êtes sur Paris, dans l'une de leurs 3 boutiques, Pulps Comics, BD et Toys, et si vous êtes à Bordeaux, d'aller rendre visite à Pubs Bordeaux et faire un coucou à notre ami Bruno. Coucou Bruno. Vous pouvez également aller sur leur site pubs.fr et notamment parce que de ce côté-là, vous avez dans l'onglet des précommandes, la sélection du mois, le Focus Pulps avec des titres à prix de lancement. Et on vous rappelle qu'on a en ce moment un Focus Pulps vraiment très sexy. Alors, c'était quoi le Focus Pulp par Il y a Bug Wars de Jason Aaron et Mahmoud Asrar, Through Red Windows de Ramvé et Joel Jones, et la nouvelle mini-série Zatanna de Jamal Campbell. C'est que des bons auteurs et des artistes de ouf. Les yeux fermés. Donc vraiment, exactement. Avec les mains comme ça, sinon vous allez vous cogner. C'est ça. Mais après, il faudra lire avec les yeux ouverts, sinon c'est un peu bizarre. Non, tu fais comme Daredevil, tu sens le caractère d'imprimerie en touchant et tout. Je suis pas sûr que Daredevil arrive à lire des comics avec son sens. Si, il peut grâce aux différents volumes d'impression. Au relief de l'ancrage et tout. Ah ouais? Mais oui, c'était dans un comics il y a très longtemps. Vraiment? Oui, Daredevil peut lire comme ça. D'accord, très bien. On en apprend tous les jours grâce à l'ami Corentin ici présent. Pulps, qu'on remercie aussi pour avoir été notre partenaire des First Print Awards, ce qui nous permet aussi de faire dans cette introduction de ce podcast un immense merci à toutes les personnes qui sont venues. Et je parle non seulement des professionnels et aussi du public, et surtout du public qui a permis d'avoir salle quasi comble, mis à part quelques désistements, il n'y avait pas de siège de disponible. Tu bosses dans l'événementiel, il y a toujours un 10, 15, 20% de nos shows sur un événement, c'est toujours comme ça. Bah oui. Mais voilà, il y a des gens qui, pour certains, sont venus de très loin, qui sont venus de l'Est, qui sont venus du Sud, qui sont venus, qui ont pris leur voiture pour faire 5 heures de route pour venir nous voir, donc, et pour assister à cette grande première qui, je crois quand même, a été une réussite. Si vous n'avez pas pu y assister, si vous n'étiez pas disponible et que vous souhaitez voir à quoi ça ressemblait, il y a toute la retransmission sur YouTube. Les micros grésillent un petit peu, on s'en excuse. On choisira une meilleure régie l'année prochaine de ce côté-là. On s'assurera d'avoir un meilleur temps pour faire les réglages. Mais c'est quand même tout est audible et tout est écoutable quand même. Vous avez tous les titres qui ont été récompensés, qui ont été dévoilés sur notre Substack. On a fait un communiqué de presse et on a relayé également sur Comics Blog. Donc voilà, on espère surtout qu'on va pouvoir revenir l'année prochaine. C'est pas encore complètement gagné. On a ouvert un Tipeee spécial pour les First Print Awards afin de renflouer ce qu'on a investi pour faire cette première édition et surtout pour préparer l'année prochaine. On remercie déjà toutes les personnes qui ont contribué. On a plus de 50% à l'heure où on enregistre ce podcast. Il reste que quelques jours, donc on espère que va pouvoir avoir un peu de leitmotiv et en toute honnêteté, on réfléchit à essayer de voir si on peut prolonger un petit peu parce que forcément on sent bien que c'est pas évident forcément de convaincre tout le monde et peut-être qu'on peut essayer de vous braquer avec vos étrennes de fête de fin d'année. Voilà l'objectif éhonté que nous avons. Voilà. Demandez de l'argent à vos proches pour ensuite nous le donner. Exactement. Mais pas tout, juste un petit pourcentage. Non, c'est comme le pourcentage de désistement, 10-15%, un truc comme ça. En tout cas, vraiment merci d'être venu. Merci pour tous les retours que vous nous avez faits. Merci à celles et ceux qui ont écrit aussi dans le petit livre d'or. Et on espère vraiment pouvoir revenir l'année prochaine. En tout cas, on y travaille déjà. Et si vous avez vu la cérémonie en question, vous savez déjà qu'il y a des choses de prévues pour la seconde édition et ça. De toute façon, on fera un petit débrief en podcast, non? Un petit débrief en podcast. Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais pas, avec le jury, les coulisses. Pourquoi pas? Oui. Combien de bouquins avons-nous lu en 2 semaines? Pourquoi pas? C'est quelque chose à faire. Mais Arnaud a fait un bilan depuis l'autre coin du monde avec une connexion internet pourrie.
C'est vrai que c'était compliqué de faire. Je me note de pas prendre de vacances la dernière semaine de novembre. Note aussi. Allez, Corentin, du côté des projets en cours de financement participatif pour aborder cette première partie comics, qu'est-ce qu'on a? Je crois qu'on a un titre que tu avais déjà un petit peu présenté qui s'appelle Petrolhead de Comics Initiative et qui vient de se lancer sur Ulule. Oui, on en avait parlé à une ou deux Désolé, pardon. À une ou deux reprises déjà. C'est un comics de Rob Williams et Pipar qui en fait accumule différents thèmes d'actualité, on va dire déjà évidemment le réchauffement climatique et la montée en puissance des intelligences artificielles, donc un comics vraiment dans l'air du temps, et aussi la logique algorithmique en fait qui gouverne les divertissements contemporains avec le streaming, les fins calculées, le côté il faut donner aux gens ce qu'ils veulent, etc. Donc pour être plus concret, ça se passe dans un monde où la Terre est devenue inhabitable et où l'humanité s'est réfugiée dans des villes sous dôme. Jusqu'ici, tout va bien, c'est tout à fait classique. Et elle a confié, en fait, cette petite poche d'humanité qui reste dans cette grande mégalopole, l'avenir et l'administration aux robots. Voilà, c'est une grande IA, en fait, qui gère un réseau de petites IA pour administrer la police, pour administrer les services publics, pour le contrôle, la sécurité, la surveillance, etc., etc. Bon, c'est un peuple qui est privé de liberté, évidemment, mais comme dans tous les mondes privés de liberté, on va se distraire avec des enjeux sportifs. Voilà, un petit peu comme le football ou comme l'UFC, etc. Là, c'est les courses de bagnole, il se trouve, puisque justement, l'humanité est nostalgique de l'époque où sa passion pour l'automobile lui a causé de ne plus avoir d'arbres ni de forêt. Donc en fait, les IA, grosso modo, font des courses automobiles qui sont scriptées, comme des matchs de catch. En fait, il y a un vainqueur qui est populaire auprès des foules, et on s'assure que ce vainqueur-là gagne dans des espèces de courses de stock car façon, on va dire un peu, j'allais dire F0, je pensais pas du tout à ça, façon burn-out, un peu, tu vois, c'est le but est de faire de l'accident, le but est de faire de la cascade spectaculaire, et les robots eux-mêmes, enfin les pilotes eux-mêmes sont des robots, mais ils ont une intelligence autonome, ils ont un libre arbitre, ils ont une conscience d'eux-mêmes, et ils sont un peu en rébellion contre justement les IA qui sont, elles, très dociles, et qui ne sont pas en fait capables de pensée individuelle. Donc le robot un peu vedette se fait un jour doxé par un robot plus ancien qui s'appelle Petrolhead et qui lui, bah voilà, c'est le vieux pilote, le vieux routard qui clope, qui a un petit oiseau sur son épaule et qui conduit vraiment un gros truc, un gros trucker à l'ancienne. Ça c'est pour la partie 1 de l'album. La partie 2 en fait, c'est du côté des humains. On a un scientifique qui va découvrir, enfin est sur le point de découvrir comment résoudre le problème de l'atmosphère et de la pollution. Et ce robot, enfin cet humain échappe à une tentative d'assassinat. Lui et sa fille vont se réfugier dans le ghetto, et dans le ghetto, ils tombent sur Petrolhead qui décide de les protéger façon le bon gros géant, façon The Iron Giant, voilà, plutôt le robot géant. Le géant de fer. Le géant de fer, merci. Le géant de fer. Donc voilà, après s'engage une course-poursuite, on va comprendre évidemment que les IA, bon voilà, ça les arrange un peu la pollution, parce que du coup, elles ont pris le contrôle de l'humanité. Voilà, c'est très bien foutu, c'est très coloré. C'est plutôt joli, c'est intelligemment fait, c'est un bon retour de Rob Williams, ça a fait un peu de bruit aux États-Unis. Le numéro d'ailleurs sur la campagne, vous pouvez le voir, le numéro 1 avait été validé par Garcenis, Brian Kevon, même Mark Millar avait dit ouais, c'est hyper bien les gars. Il y a un projet d'adaptation qui a été lancé. Bon, on verra ce que ça donne, hein, mais c'est un peu ce qui avait forcé la main de Comics Initiative, c'est quand l'annonce était tombée, ils avaient immédiatement du coup dit ah bah oui, c'est vrai que ça va être fait en film, donc voilà, nous on est prévu de le faire l'année prochaine. Et entre-temps, la campagne s'est lancée tout récemment. Comme d'hab, édition classique et édition collector pour celles et ceux qui voudront une couverture différente et quelques bonus en plus. Et voilà. Et c'est plutôt une bonne BD. Très très bien, Corentin. Mais ça confirme aussi toujours le côté Comics Initiative va maintenant chasser sur le terrain des indés classiques et plus juste des indés un peu rares ou périphériques, avec des gros auteurs, des grosses séries, des gros scénaristes. C'est vrai, ça fait quelques années maintenant que regarde The Good Asian notamment. The Good Asian, The Holy Roller. Oui, c'est ça. Il y a du Rick Remender aussi. Donc, ouais, il y a quand même pas mal de trucs maintenant où effectivement, ils ont les reins assez solides pour aller se battre dans la cour. Alors pas la cour des grands parce que, enfin, sans jugement de valeur, quoi. Mais voilà, d'aller effectivement pouvoir aller taper, quand même, ouais, des auteurs très connus et pas sur leur projet parce que tu dis périphérique. Et j'en profite aussi pour répondre à quelqu'un qui m'avait parlé de ça sur Blue Sky. Mais parce que Corentin n'est plus sur Twitter. Maintenant, il est sur Blue Sky. Je ne donne plus d'argent, monsieur Musk. Ce gros connard. Ménage à trois de Gisèle Lagacé n'est pas un comics porno. Parce que quelqu'un m'avait posé la question.
c'est un comics comédie romantique, soap opéra, Mais un peu sexy, façon quoi. chez Comics. Il y a des scènes de cul, mais c'est pas un comics porno. Pour l'instant, il y a pas de comics porno chez Comics Initiative. Et pareil pour Non, Money Shot, même pas un Money Shot, comics porno. Money Shot, c'est vaguement sexy, mais même moi qui étais allé pour le cul, j'avais été déçu. Voilà. Parce Voilà. qu'il y a des gens qui m'ont demandé quelles bonnes BD ont des scènes de cul explicites. C'est le cas pour Ménage à trois. Par contre, si vous comparez ça avec Cherry Pop Tart ou des comics comme dans ce style-là, enfin, tu peux noter le nom si tu veux, c'est pas du tout le genre. Voilà. Je Très bien. précise parce que la campagne s'est achevée il y a pas très longtemps. Oui, tout à fait. Et j'espère que j'y ai contribué, parce que moi, je soutiens ce titre. Évidemment, pour des raisons tout à fait artistiques. Bien sûr. C'est très bien dessiné. Allez, du côté aussi de Ulule, on a Ninjak Super Killers chez Bliss Edition. Vous en avez parlé, hein, le retour de Valiant. Il y aura au moins 3 titres Valiant l'année prochaine aux éditions Bliss, avec justement ces titres qui sont à cheval entre la fin de la période DMG, on va dire, c'est-à-dire celle où ils ont vivoté pendant 2-3 ans après le départ de Dinesh Shamdanzani, et la reprise par Alien Books, Ninjak Super Killers de Jeff Parker. En fait, c'est la suite du Ninjak de 2021, donc qui était dessiné par Javier Pulido, et ça se présente un peu comme un John Wick Parabellum, dans lequel Ninjak, son identité a été dévoilée au reste du monde, Colin King, et il est poursuivi par tous les assassins du monde entier. Tout à fait. D'ailleurs, c'est un pitch assez classique pour les séries, les films et les franchises d'action. Là, on rappelle, Ninjak, c'est donc un super espion et un super ninja qui est vraiment sapé en super ninja et qui fait du kung-fu comme personne, enfin du ninjutsu comme personne. Qui a justement, et qui a les shurikens, qui a le sabre, le katana, enfin voilà, il a tout. C'est ça. Alors bon, on peut être déçu que Pulido ne soit plus là, mais je sais que c'est un coup de crayon qui ne fait pas l'unanimité. Oh non, pas du tout. Malgré son influence sur l'industrie et son immense talent, Javier Pulido est souvent considéré comme un artiste simpliste, ce qui est vraiment dommage, et vous êtes bête de penser ça. Néanmoins, ouais, Jeff Parker a fait un super boulot sur la première série. Bon, faut rappeler quand même que DMG est toujours officiellement propriétaire de Valiant, si je dis pas de bêtises. Ouais, mais c'est plus eux qui license, c'est plus eux qui utilisent la partie publishing. Maintenant, c'est vraiment Alien Books qui gère les projets. A priori, ce sera l'une des dernières séries, enfin, à voir, hein, mais c'est pour les fans de l'ancienne continuité, on va dire, en attendant de voir ce que Alien va nous proposer avec le reste de la franchise d'ici les prochaines années, et un potentiel retour au numéro 1 pour quelques personnages. Je crois pas, faudrait que je vérifie de chez Alien, mais je suis pas sûr qu'ils aient relancé de titres Ninjak. Je pense qu'ils avaient complété Ninjak Super Killers. Ouais. Je suis pas sûr qu'ils aient. Ah, à noter aussi, si vous aimez les comics avec un super assassin qui se fait traquer par tout le monde, que longtemps avant John Wick, il y avait la série Button Man qui s'appelle L'Exécuteur en VF, je crois, de John Wagner et Alan Grant, j'ai envie de dire, peut-être pas les deux en même temps, mais qui était déjà une super série sur les tueurs à gages qui se faisaient des chasses à l'homme aux États-Unis, enfin au Royaume-Uni, pardon, et qui a été réédité récemment en intégrale chez Delirium. Voilà, si vous aimez les gens qui se tirent dessus et les comics britanniques un peu froids, il y a ça aussi qui existe, et c'est très bien. Et du coup, il y aura bien une couverture collector qui est faite par Javier Pulido. Donc voilà, pour toi qui yanklise, je pense Monsieur Pulido. Mais il était vraiment bien son Ninjak en plus. Mais non, mais je suis d'accord, mais là, c'était vraiment juste pour dire, en plus, pour le coup, elle est vraiment très, elle est cool. Elle est vraiment très cool, je trouve, comme couverture. Ouais. Donc, vous pouvez, vous rendre sur Ulule pour aider à valider cette campagne. C'est pas encore le cas alors on enregistre ce podcast, mais j'ai pas trop de doutes sur le fait que ça devrait le faire. Les lecteurs de Valiant ne sont pas, ils sont un peu comme les auditrices de First Print, ils sont pas ultra nombreux, mais ils sont assez fidèles et assez dévoués. C'est l'intérêt de ces communautés de niche et des secteurs de niche en général dans la pop culture. Du côté maintenant, il y a un petit point événementiel parce qu'il y a pas mal de choses qui se préparent. Alors bon, les First Print Awards c'est terminé déjà, donc quelque part, quel dommage. On peut, c'est bon. 2024 c'est fini. Voilà, terminé. Il faut se tourner vers 2025. Et encore, hein, pas tout 2025 parce que franchement le FIBD maintenant qu'il y a eu les FPA. Ah bah, il n'a pas perdu un peu en importance. Bah un petit peu. Et pourtant quand même. Alors, des menaces de mort, attention. Pourtant avec les invités qu'il y aura quand même, je pense que ça nous laisse une marge de progression hein, quelque part. Mais parce que justement plusieurs maisons d'édition ont quoi être libre. Ouais, ça va. Petit quoi. On avait Joffo quand même. Oui, c'est vrai. Et on avait Geoff Darrow en vidéo, donc c'est ce qui est pas mal aussi. Mais donc il y a quand même eu pas mal d'annonces d'invités pour le FIBD. Alors déjà un dont on a parlé récemment, c'est Patrick Horvath chez Ankama. Ouais. On se concentre vraiment sur les invités comics parce que en fait Ankama aura bien sûr d'autres auteurs avec eux, notamment sur toute leur partie manga français. Mais du côté comics, vu qu'ils sortent le très bon Beneath the Trees Where Nobody Sees en début d'année, Patrick Horvath en fait va faire une tournée de dédicaces en France, dont le point d'orgue, le point de chute sera
le FIBD 2025. Donc ça c'est cool parce qu'on va pouvoir lui parler de sa BD avec cette petite oursonne qui tue des gens, qui les découpe et qui ne supporte pas le fait qu'un nouveau psychopathe soit arrivé dans sa petite vie tranquille où elle pensait qu'elle avait le monopole des activités sanguinolentes. Du côté de Comics Initiative, annonce qui a été faite d'ailleurs pour la cérémonie des First Print Awards par Michael Jérôme en vidéo, c'est donc Pornsak Pichotshot et Alexandre Tefenkji qui seront présents pour défendre The Good Asian, qui est d'ailleurs qui a reçu qui est en sélection pour le voilà, ils les ont pas invités parce qu'ils ont gagné le one shot des First Print Awards clairement. On aurait bien aimé mais c'est pas la réalité. Par contre dans la réalité, il est en sélection pour le Fauve Polar du FIBD et on en avait parlé lorsqu'on discutait de la sélection. À notre sens, il a quand même beaucoup de chances de gagner ce fauve. Comme on l'avait dit, c'est le polar des polars, donc ouais, donc vraiment déjà c'est super cool d'avoir l'équipe créative du bouquin qui sera donc présente à Angoulême. Peut-être qu'ils feront aussi une tournée de dédicace, c'est pas impossible. Et surtout de voir Pornsak aussi en vrai, ça va être vraiment super sympa. Nous j'avais pu l'interviewer pour Infidel il y a quelques années. Entre temps il a fait d'autres projets super intéressants, donc The Good Asian, Dead Boy Detective aussi, mais même son projet un peu d'anthologie mais j'ai pas retrouvé le nom qu'il supervise. Ou en fait, pour rappel, c'est la relecture de personnages connus, comme par exemple Constantine ou James Bond, mais réinterprété dans les codes de la diversité. C'est-à-dire, imaginons par exemple que plutôt que de dire simplement prenons un personnage noir ou une femme pour faire un équivalent de Constantine, imaginons que cette personne ramène vraiment son expérience de vie, sa culture, ses mythes et compagnie. Et en l'occurrence, il avait écrit un numéro, je veux dire, sur une Constantine arabe, enfin musulmane. Alors c'est pas lui qui l'a écrit par contre, il supervise. Lui il a écrit que le premier avec le James Bond. Lui il a fait que le James Bond asiatique. Et après par contre tous les autres. Kerzada, le mec qui travaille sur Miss Marvel, qui avait fait ce numéro. Oui, il me semble. Ouais. Très très bon numéro pour le coup. Et tout le monde avait dit dans les commentaires. Vraiment, il nous faut une vraie série régulière avec ça, et tout, parce que c'était génial d'avoir. Mais c'est peut-être parce que le projet, donc ça s'appelle The Horizon Experiment, et c'est peut-être des coups d'essai pour amener à d'autres titres plus réguliers, mais surtout aussi entre temps, il a fait aussi Man's Best avec Jesse Lonergan, ne l'oublions pas, qui est aussi un super chouette titre de SF. Avec des bestioles. Que j'espère vraiment voir arriver un jour en VF, sachant que. T'inquiète pas. C'est pas le projet de 404 de Jesse Lonergan de l'année prochaine. Oui, mais Lonergan commence à s'implanter en France quelque part. Ouais. Et puis vu son talent, il finira par lui. Je suis désolé, j'ai vraiment mal à la gorge aujourd'hui. Comme d'hab. Oui, ça fait 4 ans que tu t'excuses à chaque podcast. En plus, ça arrive qu'en podcast. En général, je parle avec les gens, je ne tousse pas tous les 30 secondes. Arrête de fumer aussi. Mais je fume pas. je ne fume pas. Il y a 153 témoins qui peuvent attester la fête, ça compte pas. du contrat. Soirée, c'est pas pareil. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, le Lonergan, je pense, finira aussi par passer par DC Comics et Marvel, mais déjà juste avoir Pichotshot qui quand même, depuis qu'il a commencé les comics, après avoir été longtemps éditeur, hein, évidemment, il a quand même très peu de déchets dans sa bibliographie, même quasiment pas du tout. On sent que c'est un mec qui monte. Tefenkji, pareil, vu ce qu'il a donné avec Good Asian, je pense qu'on le reverra dans pas très longtemps sur d'autres projets, pas en mainstream forcément, mais sur des gros projets indés d'ici les prochaines années. Donc carrément, franchement, belle sélection. Et un festival d'Angoulême qui a l'air quand même vraiment costaud, quoi. Oui. Côté comics notamment, mais pas que. Mais il y a quand même beaucoup d'invités qui vont être là. Tanabe, il va être là aussi, tu m'avais dit. Gutanabe sera là du côté du manga, mais on n'a même pas fait aussi les invités de 404 graphiques puisque ils en auront 4 avec eux. En l'occurrence, Emarios forcément pour Anzuelo qui sera leur grande nouveauté du début de l'année. Justement, on en parle, il y aura fucking Jesse Lonergan parce que justement en fait, à l'heure où on enregistre ce podcast, c'est dans très peu de temps qu'ils vont annoncer le projet en question de Jesse alors je sais même pas si c'est une création pour 404 ou si c'est un projet coédité entre les États-Unis et la France ou c'est juste que il m'en a parlé mais j'ai oublié. Et voilà, arrête de boire. Attends, j'ai parlé à 100 personnes ce soir-là qui sont toutes venues me dire la même chose, donc très bien. Et je vous remercie tous d'ailleurs et toutes individuellement. Enfin, moi j'ai parlé à personne, quoi. Super. Ah ouais? Non, j'étais pas. Moi je voulais aller me prendre un verre de vin, tu vois, et entre l'entrée du ciné et le vin, où il y a genre environ 30 secondes de marche, je me suis fait arrêter par 100 personnes, littéralement, qui m'ont tout dit « Ah, Corentin, c'était cool, limite des trucs, etc. » Donc du coup, j'ai bu un verre de vin, et après, il n'y a plus de stock. Voilà. Ça m'a pris 1 heure de faire cette traversée. C'est triste. Bref, donc il m'en a parlé, enfin, en tout cas, lui, il est super chaud. Et ceci étant, voilà, il faut voir comment ça va prendre. Apparemment, 404 a quand même fait plutôt une belle année au niveau des ventes. Ça commence vraiment bien à prendre. Moi, franchement, Lonergan, pour rappel, c'est vraiment un génie du découpage. C'est un mec qui réinvente beaucoup la narration séquentielle en ce moment, qui est
souvent copié d'ailleurs et souvent imité par de nouveaux dessinateurs qui cherchent de nouvelles idées dans la façon d'utiliser le séquençage de plans, etc. Et enfin, c'est un putain de génie. Moi, j'attends toujours Planet Paradise, qui est un des comics préférés de ce mec-là, parce que je pense que Arca, comme on en avait parlé, a un scénario quand même qui est assez classique. Bah, c'est du sous Barjavel, enfin voilà, c'est. Tu tiens à ça, c'est pas la première fois que tu dis ça. Ouais, mais je sais, mais parce que c'est quoi, je crois que c'est une Rose au paradis, ou c'est vraiment le même putain de twist, quoi, vraiment, c'est, donc, Oui, mais écoute, c'est comme je ça. sais plus si c'est celui-là ou si c'est la nuit des temps, mais il y en a un là où c'est vraiment. Le twist de Druna, c'était déjà un peu ça, hein. Tome 1, Serpiri, voilà. Mais Druna, c'est le truc un peu. Un peu cul, ouais. Ouais, c'est ça. Mais t'as toujours pas lu Druna? Bah non. Tu vois. Mais c'est pour toi. Je ne suis même pas fidèle à mes obsessions, tu vois. Mais du coup, ouais, Lonergan, grosse prise, on est très content, très très content. Et Marios aussi, évidemment, mais moi j'ai pas encore lu Anzuelo, donc. Bah, c'est normal, il vient de sortir en VO à peine et donc voilà. Lisandro Esteren qui sera également là, donc qui a dessiné Apparition dans le ciel de Berlin-Ouest et qui a fait aussi Catch and Release chez Achilles. Souvenez-vous, mais absolument. Une petite BD qui était super sympa. Et aussi Nightmare Country The Sandman spin-off sur le Corinthien. Ah, c'est vrai que c'est lui. C'était une dinguerie. De James Tynion Ford, non? Oui. C'est ça. Ouais. C'était vraiment pareil, un putain de géant, quoi. Ce mec, pareil, tu sais, tu sens les mecs de l'horreur qui commencent vraiment à prendre en importance depuis quelques années, comme j'ai plus ma tête. On avait parlé la dernière fois, le mec qui a fait The Closet. Ah ouais, Christian. Voilà, Christian. Ou encore, et là, j'ai toujours pas ma tête, le gars qui a fait The Deviant avec Nenefort. Oui, Joshua Hickson. Voilà, tu tous ces gars qui commencent vraiment à posséder des projets en indé, qui gravissent les échelons et tout. Enfin, il y a vraiment une créativité dans l'horreur en comics en ce moment. On dit souvent, tu sais, les mangas d'horreur sont très généreux, très permissifs et tout, mais je trouve que depuis justement 10 ans, avec l'ascension des anthologies, des gros noms qui commencent quand même à vraiment s'installer. Enfin, on n'est plus à l'époque où c'était que Cullen Bunn et quelques mecs qui étaient les mecs et puis encore, si t'étais un vrai de James Tynion Ford, t'aurais lu Memetic, Eugenic et tout ça, et tu voyais que dans l'horreur et même dans le body horror sur certains trucs, ça allait déjà super loin, déjà du coup il y a 10 ans. Ouais, mais je préfère l'horreur psycho chez Tynion Ford. C'est l'horreur où il dit voilà, moi j'ai cette phobie personnelle. Moi j'aime toutes les horreurs. Je sais. Et donc Romuald Giolivo aussi, l'auteur du Dernier jour de Lovecraft, qui viendra compléter le tout du côté de 404 graphiques. Mais il y a aussi, je le sais, et je me permets de le dire, même si je crois que ça n'a pas encore été annoncé officiellement, on est entre nous. Quoi Calbard qui sera là. Et qui viendra. Et je sais plus parce que c'est 2 stands qui se le partagent. Je me demande si c'est pas peut-être 404 et Achilles, parce que Achilles, il y a sa réédition de ces adaptations de Lovecraft qui est sortie l'année dernière. Vrai, on en avait parlé, donc voilà, je sais que Calbart sera aussi présent. Enfin, donc il a plus rien fait depuis. Peut-être Wildsend. Peut-être qu'il a refait un de ses volumes de La Guerre des Mondes là, tu sais. Wildsend chez Kinaï du coup. Je crois qu'il en avait refait un depuis Salamandre. Je suis pas sûr de ce que je dis ceci étant. Mais bref, super artiste pour le coup. Ouais. Everything, Wildsend évidemment. Bah Salamandre aussi. Salamandre, Tu pues la mort la série Netflix. De Umbrella Academy. De Gerard Way, voilà, merci. Umbrella Academy, putain de géant en fait. Mais voilà, enfin, en gros, beaucoup de monde. Et en plus, il y a même pas. Alors, il y aura Mathieu Bablet et Guillaume Saint-Gelin pour Shin Zero à l'évidence, puisque le titre sort le 22 janvier 2025. Donc ils seront évidemment là aussi pour le FIBD. Voilà, il y aura, ça va être encore une très chouette édition du festival. Bah voilà, grâce à ces éditeurs de comics qui sont putain de déter quoi, pour amener des auteurs, des artistes et des autrices. Ça fait il se passe un truc. Ça fait très 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 plaisir. Du côté d'un autre salon, alors qui arrivera un peu plus tard, ce sera au mois d'avril. On a quand même un invité plutôt prestigieux pour Comic Con France avec Mike Grell. Corentin. Ouais. Et ça, c'est vraiment une bonne surprise puisque on l'a dit à plusieurs reprises, on n'avait pas forcément l'impression que le salon, Comic Con France, pardon. Désolé des PTSD personnels. Comic Con France, du coup, avait vraiment envie de pousser particulièrement la marque comics sur les gros invités du salon entre guillemets puisque l'année dernière, il avait quand même Kevin Eastman et Jim Lee. Kevin Eastman, c'était Tortue Ninja, c'est beaucoup. Oui, beaucoup de gens ne savent même pas que Tortue Ninja c'est des comics au départ. C'est vrai. Il y a eu plus d'adaptations entre guillemets que la plupart des comics indés. Les séries animées, les jeux vidéo et compagnie. Tu vois, tu peux être fan des Tortues Ninja sans jamais avoir lu une BD Tortue Ninja, ce qui est un tort pour le coup, parce que c'est meilleur en comics depuis un petit moment maintenant. Mais là, pour le coup, Mike Grell, c'est pas un nom que tu peux vraiment rattacher à une franchise, à part la franchise Green Arrow. Et très honnêtement, la marque Arrow, en tout cas, n'est pas suffisante pour justifier qu'on le déplace aujourd'hui si c'était pour ça qu'on le faisait. Donc Mike Grell, en fait, c'est un
Un petit résumé. Mike Grell, c'est un artiste qui commence en fait dans les années 70 chez DC Comics. Il va travailler sur plusieurs projets, dont La Légion. Il va créer le personnage de Warlord, qui est déjà une sorte de création originale avant que ça existe, les créations originales. Et surtout, il va en fait travailler sur le Green Arrow pendant de très 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 nombreuses années, en créant notamment le Longbow Hunters, qui est en fait le DKR, on va dire, pour résumer, Simplifié. de Oliver Queen. C'est-à-dire que dans Longbow Hunters, en fait, donc le Green Arrow qui était un personnage un peu poussiéreux, inspiré par Robin des Bois, qui avait des flèches avec des points, enfin avec des gants de boxe attachés au bout, qui avait des flèches lasso, qui avait des flèches filets, qui avait des flèches explosives et compagnie. Dans l'âge d'argent, donc un personnage à gimmick, avec des gadgets, qui avait une fortune personnelle comme Bruce Wayne. En fait, c'était un Bruce Wayne déguisé en Robin des Bois, quoi, on va dire. Il avait même son acolyte à lui. Il a été réinventé dans une version beaucoup plus sombre au moment où justement les États-Unis se posaient un peu la question de qu'est-ce qu'on fait de nos super-héros dans un monde qui est devenu plus violent, avec une crise sociale, une crispation politique, l'apparition des tueurs en série, des tueurs de masse qui ont vraiment commencé à fasciner l'opinion américaine, et la déliquescence urbaine qui nous a amené, voilà, les guerres de gangs, les épidémies de crack et compagnie. Et donc en fait, quand Mike Grell revient, parce qu'il était parti de chez DC Comics pendant un temps, pour travailler sur Sloane, je crois, qui était un projet un peu à la James Bond. C'est aussi un gros fan de Pulp, hein, pour le coup, c'est pour ça que Green Arrow lui parlait particulièrement. De Pulp et de Bond aussi, il a beaucoup modelé son écriture sur les romans d'Ian Fleming, donc ceux qui étaient plus noirs avant que le cinéma le rattrape et fasse les films qu'on connaît avec Roger Moore, etc. Dans Longbow Hunters, donc en fait, c'est Oliver Queen qui est un peu plus âgé, pas autant que le Bruce Wayne de DKR, mais qui est un peu plus âgé, et qui, voilà, a renoncé à sa panoplie de gadgets pour retrouver un peu l'instinct du chasseur. Et du coup, il se lance sur la piste d'un tueur en série, dont on comprendra, parce que ça reste comme les années 80, qu'on est encore dans le monde des comics post-Frank Miller, que y a un petit lien avec la mafia asiatique, sinon c'est pas rigolo. Mais voilà, il renonce à son arc ultra stylé et compagnie, il retourne à l'arc de chasse, il enlève le chapeau de Robin des Bois et il passe à la cagoule, et il va zigouiller du vilain, voilà, dans Grande Ville à ciel ouvert. C'est un super projet, vraiment de grande qualité. Et ça a donné lieu ensuite, voilà, à une série plus régulière où là, il ne faisait que le scénario, si je ne dis pas de bêtises, et qui est resté dans l'histoire aussi comme probablement le premier vrai grand volume de Green Arrow avant ce qu'on connaît ensuite. Ça a évidemment inspiré Jeff Lemire au moment de sa reprise, la série Arrow elle-même, et même un petit peu d'ailleurs le travail d'Andy Deagle et Jock sur Green Arrow Year One. Et voilà, c'est cool de l'avoir pour cette édition parce qu'effectivement, malgré, enfin, le fait est que Green Arrow, il a été connu grâce à la série télé, mais il a pas vraiment été adapté au cinéma, il a pas de jeu vidéo qui porte son nom. La mode des comics Arrow avec Stephen Amell et son six-pack, elle est un peu derrière nous. Donc, dans les faits, c'est vraiment, en fait, un gage, je pense, qu'ils envoient justement à la communauté comics, dans la foulée de l'annonce de Giancarlo Esposito, qui lui vient d'un plus pour le côté grand public. Très franchement, c'est un peu risqué parce que même s'il coûte pas cher à déplacer, c'est pas un nom qui va soulever les foules, c'est pas un nom qui va persuader papa maman d'emmener le petit se faire signer une BD. C'est de la BD plutôt pour adultes, plutôt violente, à contextualiser, hein, c'est pas non plus du Black Kiss, mais voilà, enfin c'est entre guillemets encourageant, surtout dans un monde où on a quand même plus beaucoup de nouvelles du Paris Film Festival, de se dire qu'il reste justement des salons qui vont chercher les gros noms de l'industrie, pas pour le grand public, pas pour les Funko Pop, pas pour les licences Rocksteady et compagnie, mais vraiment pour simplement s'autoriser un petit encart, voilà, pour les quelques centaines que nous sommes et qui, suivons l'avis des First Print Awards, allons à Angoulême pour voir Alexandre Tefengji, etc. Enfin voilà. Donc tel quel, hein, en absence justement d'un PFF qui servirait pour ça, ou des éditions de Paris Manga qui ramènent aussi de grands auteurs, c'est pour moi un gage intéressant à donner. Après, je sais pas s'ils vont réussir à attirer effectivement beaucoup de monde là-dessus, surtout s'il y a pas d'autres artistes, quoi. J'espère qu'ils vont un petit peu doper le truc, parce qu'autant un Kevin Eastman ou un Jimmy, ça peut faire venir rapidement beaucoup de monde, et comme tu le disais avant, Mike Grell, ce sera que les fans. Et les fans, faut leur donner un peu plus que juste un auteur pour qu'ils viennent, quoi. Est-ce qu'ils vont faire une artiste à l'Est cette année? Il y en avait une l'année dernière, techniquement, il y avait quelques artistes. Elle n'avait pas été annoncée en amont. Mais elle était, elle était très diffuse, surtout, en fait, c'était pas un gros coin, en fait, t'avais les deux artistes, t'avais Barry Kitson et David Lopez qui étaient sur un coin, pas très loin de Central Comics Paris. En face, t'avais Mike de Diable Blanc Comics, et puis de l'autre côté, tu voyais Réflexion, et après, t'avais d'autres artistes, qui
mais qui était éparpillé en fait, t'avais pas un bloc d'artistes vraiment tous regroupés au même endroit, donc c'était un peu c'était un peu disparate, donc tu l'identifiais pas forcément. Donc j'espère que effectivement ils vont le faire cette année. Et j'ai confiance en fait aux quelques personnes qui sont en contact avec eux, notamment Dynamo. J'espère que enfin j'imagine bien que c'est quelque chose que lui-même a en tête, hein. Ouais. C'est quelqu'un qui est dans le milieu depuis très longtemps. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, le truc c'est que parce que à l'heure actuelle, alors je n'ai aucune confirmation, donc je n'en sais rien, mais mon pronostic c'est qu'il y a pas de Paris Fan Festival l'année prochaine, en tout cas pas au printemps, parce que j'ai vérifié sur les comptes du festival. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, l'année dernière c'était en septembre qu'ils avaient annoncé l'édition 2024. Là on est en décembre, ils ont toujours pas annoncé, et honnêtement à 4 mois de l'événement, tu n'annonces pas, enfin voilà, il y a pas d'événement. Donc moi mon sentiment c'est soit qu'il y en aura pas, soit qu'en fait ils vont l'annoncer mais qu'ils sont calés plus tard, et peut-être pour un retour en octobre par exemple, pour esquiver la proximité avec Comic-Con et Paris Manga, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. C'est vrai que l'année dernière ça avait un peu fait coup sur coup. Ah bah oui, c'était compliqué. Alors nous du coup ça avait fait plein de temps fort et tout ça, plein d'animations, mais pour eux j'imagine bien que ça a dû faire mal. Et pour nous c'est bien, mais encore entre guillemets, encore une fois, on est un petit public. Oui. Par rapport aux parents qui emmènent le gamin rencontrer son influenceur préféré, ou c'est clair, se faire signer son cosplay pour voilà, enfin tu vois, c'est remarque, je sais pas si on fait signer des cosplays, ça n'a aucun sens ce que je viens de dire. Ouais, effectivement, j'ai juste dit pour que t'abrèges, mais tu me l'as laissé faire un monologue. Oui, très, non, mais t'as été parfait, t'as été parfait. Allez, Corentin, du côté des annonces, il y a eu pas mal d'annonces de côté. Là, c'est Urban et Panini qui souvent effectivement. Alors d'habitude, ils essaient d'alterner. Là, ils se sont un peu mis en même temps pour faire leurs annonces pour l'année prochaine. Alors il y a déjà pas mal de choses, et puis il y aura d'autres trucs qu'on abordera dans le prochain front page d'ici une dizaine de jours. Du côté de Urban Comics, 2 points que j'avais envie d'aborder. D'une part, faut-il encore rééditer le Batman de Scott Snyder en intégrale? Et toi, Corentin, tu me dis oui. Oui, je te dis oui pour une raison toute bête, c'est que moi j'ai tout le Batman de Snyder, en tout cas la série Batman. Et je sais qu'on va me dire que je suis hypocrite. Bah oui. Parce qu'en vrai, je déteste cette série, mais elle fait partie de mon histoire de lecteur personnel. On a commencé, moi j'ai commencé à acheter des albums après en avoir lu en médiathèque, ou enfin je sais pas vous refaire tout mon historique, mais j'ai commencé, voilà, je suis ce qu'on appelle la génération 2012 chez les vieux cons. Du coup ça fait quand même 12 ans, donc on commençait à être un peu légitime. Après avoir lu auparavant beaucoup de comics évidemment, mais en achat, me déplacer à Virgin, prendre un tome, etc., c'était Batman 1 et The Dark Knight. Il a dit Virgin, quoi. Oh là là. Ouais, Virgin des Champs-Élysées à l'époque. Ouais. Tu sais, il y avait le café tout en haut. Mais il y en a mon sac Superman. Mais il y avait un Virgin à Strasbourg que j'adore aussi. Je regrette, moi, cette marque. Franchement, c'était que de la culture et pas de la techno, comme à la Fnac où t'as un énorme rayon de culture et un énorme rayon électronique et un tout petit rayon culture. Enfin, surtout la Fnac des Halles qui est très grande. Bref. Allez en boutique, de toute façon, la Fnac, c'est de la merde, la Fnac. Donc, ça dépend. Je te rappelle qu'on a un très beau corner first print dans la. C'est vrai. Employé de la Fnac qui m'écoutait, ce n'est pas de votre faute. Dans la plus grande Fnac de France. Donc, mais je préférais Virgin à la Fnac, et voilà, c'est mon Quick et McDo à moi. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? En fait, à chaque fois, je soutiens la pire marque. Batman de Scott Snyder. Ouais. Donc, fait partie de mon histoire. Donc, j'ai tous les tomes, sauf Sombre Reflet et Streets of Gotham. Gates of Gotham, pardon. Que simplement, j'avais pas pensé à acheter à l'époque. Donc voilà, je suis pour cette réédition, pour ça, comme ça j'aurais juste pour le tome 0. Juste pour le tome 0. Après, comme je disais, donc on aime ou qu'on n'aime pas, Scott Snyder, ça reste un gros vendeur. Ça reste un gros nom de l'industrie moderne. Encore une fois, il a prouvé, alors ce ne sera pas dans la collection, j'imagine, et ça me paraît logique. Avec Absolute Batman, il a prouvé qu'il était encore doué de son crayon, doué de son stylo, et qu'il avait encore du jus, de nouvelles idées, des trucs à raconter avec Batman. Alors qu'on se disait tous qu'il était arrivé en bout de course avec les métalleries, on se disait non mais c'est bon, stop, t'as plus d'idées, là tu fais n'importe quoi. Et au final il y revient, il fait mais tu vois, si j'avais été là depuis le départ avec une vraie feuille blanche, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça, et tu dis ah mais oui, c'est astucieusement réinventé et tout. Donc ça reste un auteur qui est crédible, qui est connu, qui a œuvré sur le marché indépendant, qui pote avec tout le monde, qui pour moi en fait voilà a marqué les New 52, degré ou de force en fait, pour les bons comme les mauvaises idées, tu vois. Et puis même la cour des hiboux, c'est encore un tome que tu recommandes aux gens pour démarrer Batman. Même son Sombre Reflet, c'est un truc qui est intéressant en dernière pastille des Batman pré-New 52. Il y a quand même de bons artistes, Jock et Frank Cavill notamment, mais aussi Trevor McCarthy pour Gates of Gotham,
Et Greg Capullo, c'est pas un mauvais non plus sur la suite. Non. Je pense que c'est un truc que tu peux offrir, que tu peux racheter par nostalgie, peut-être pas en allant jusqu'au bout. Et c'est là justement que le travail éditorial, si c'est bien une collection Urban et pas une collection d'essais qui est réimprimée simplement en France, est-ce qu'ils vont mettre le All-Star Batman avec Romita? Oui, parce que du coup, c'est du Scott Snyder présente Batman. Donc voilà. ça démarre justement avec un tome 0 qui prend ce qu'il avait fait avant son run principal, qui est donc la série des New 52. Voilà. Et s'il y a Gates of Gotham qui est pas qui est pas la suite ni le préquel, tu vois, c'est vraiment un truc séparé qui raconte les origines de Gotham City, donc c'est entre guillemets un projet d'auteur. Toi, ce que tu espères, c'est que ça puisse inclure peut-être All-Star Batman aussi, en fait, et je sais pas peut-être si je même, l'espère, mais je trouve ça cohérent, peut-être même les récits principaux de Metal, en fait, et Last Night on Earth. Ouais, en suivant la logique d'auteur de chez Urban, ce serait entre guillemets pour moi plus logique de faire ça, parce que si oui, c'est vrai juste, que ça pourrait être tout Scott Snyder sur Batman, mis à part Absolute, du coup. Si c'est juste, tu vois, entre guillemets, là, de Batman 1 à Batman 42, que je peux quand même... Non, 52, rappelle-toi. 52, ouais. Là, pour le coup, ça a peu d'intérêt. Enfin, les tomes, tout le monde les a déjà achetés. Non, justement, et c'est parce que moi j'avais dit, bon, encore, parce que c'était réédité 1000 fois, mais en fait, un des libraires qui répondait disait, mais qu'il était content lui, parce qu'en fait, il y a certains tomes qui sont beaucoup moins disponibles que d'autres, et en fait, effectivement, Urban peut pas se lancer dans la réimpression juste de, par exemple, du tome 5, parce que celui-là, il manquerait alors que tous les autres, machin, parce que ça fait des gestions, donc en fait, c'est plus simple et plus pratique aussi. Ça, c'est la stratégie aussi, l'intégration aussi pour refaire vivre du fond, en fait, parce que justement, les autres tomes commencent à se tarir, quoi. Bas prix en termes de rapport prix-planche. Ouais. Non, mais tu vois, c'est comme l'intégrale de Invincible, si tu prends les 12 tomes, t'en as pour cher, mais par rapport au fait d'avoir pris tome par tome pendant 10 ans, au final, ça fait du patrimoine, entre guillemets. Oui, non, ça permet parce que mine de rien, enfin, on a beau se dire, non, tout le monde en France n'a pas encore lu le Batman de Scott Snyder, même tous les lecteurs de comics. Et encore une fois, ça fait du temps depuis 2012. Et faut partir du principe aussi que on espère qu'il y a des nouvelles personnes qui s'y mettent chaque année et ça permettra aussi d'avoir ce genre de mais bien sûr, quoi. quand nous on a commencé, on n'était pas des ados, mais on avait 20 ans, tu vois. Enfin, oui, c'est ça, quasiment. Et aujourd'hui, justement, quand arrive cette nouvelle génération, elle a aussi envie de connaître les classiques. C'est plus facile pour eux de commencer par un gros tome où il y a tout, même si tu me diras qu'ils n'ont pas forcément le pouvoir d'achat qui va avec pour faire une grosse intégrale. Mais non, mais comme tu le dis, il y a aussi des bibliothèques qui vont pouvoir les mettre dans en plus, voilà, c'est également. Ça. Ceci étant, voilà, justement, moi, si c'était pour, enfin, je sais pas s'ils nous écoutent chez Urban, mais à la limite, moi, je ferais justement un truc qui serait pour ces gens-là, les débutants qui voudraient commencer ou rattraper le retard, mais aussi pour les gros complétistes qui peut-être sont vraiment authentiquement fans de Scott Snyder. Ça existe, hein, attention, c'est bizarre, mais voilà. Trop bizarre. Une fois, dans une soirée qui n'avait rien à voir avec le milieu des comics, j'avais dit que je travaillais dans les comics et un mec qui m'avait dit, ah ouais, tu connais Batman Metal, c'est super bien. Et du coup, j'avais étouffé un rire en mode, voilà, les mondes qui nous séparent, en fait, rappelle-toi ce qu'a dit, voilà. Et les gens qui rappelle-toi ce qu'a dit Frédéric Sigrist. Non, j'ai pas été gatekeeper, y a pas de souci. Je lui dis, ouais, tu t'aimes bien, c'est rigolo, pourquoi et tout. Et le mec me disait, bah, c'est trop fun, il y a plein de Batman différents, etc. Donc, en vrai, il y a des gens qui aiment bien Scott Snyder. Et quitte à faire une collection sur lui, pourquoi se limiter juste aux 52 numéros de Batman? Autant faire ce qu'il a fait à côté. Le mec a jamais lâché les commandes, en vérité. Il a toujours fait des projets Batman à droite et à gauche. Bon, après, on n'est pas obligé forcément de prendre Batman as the Signal ou des trucs comme ça, tu vois, mais, oui, c'est vrai qu'il y avait ça aussi. Batman et Robin Eternal, tu vois, mais voilà. Après, il était pas seulement, il était que co-auteur dessus, donc. Mais du coup, après, je sais pas, par exemple, quand ils ont fait des collections comme Ed Brubaker présente Catwoman, non, parce que j'allais dire est-ce qu'ils ont mis Selina Big Score, mais c'était pas lui, c'était Darwin Cook tout seul. Parce que quand ils font un présente, ils font que une série. Oui, dans le Grant Morrison présente Batman, il me semble qu'ils ont fait, tu vois, ils ont fait Batman, ils ont fait Batman et Robin, ils ont fait Batman Inc. De mémoire, je crois. Donc il n'y a pas eu Arkham Asylum, il n'y a pas eu. Bah non, parce que Arkham Asylum, c'est c'est Grant Morrison. Ouais, mais c'est un autre projet à part, tu vois, c'est pas le même run, c'est pour ça. Alors que là, techniquement, effectivement, All Star, c'est dans la. Après, tu vois, le truc, c'est que All Star et Last Night on Earth, c'est des projets séparés, mais techniquement, pour moi, ça fait partie du même. Ah bah Last Night, c'est sa fin canonique. Ouais. Je pense. Après, il a eu l'idée de métal, mais c'est sa fin canonique. Ouais, je suis d'accord. Et All Star, c'est vraiment, ça pourrait être un épisode hors série. C'était juste un truc à côté qu'ils faisaient, alors qu'il y avait Tom King qui avait repris. Le signal qu'il voulait absolument mettre en avant. Ouais. Ça, j'aime bien. Bon, on verra bien. De toute façon, on demandera à Urban ce qu'il compte faire avec. Et puis voilà. Mais du côté des belles annonces. Alors, ils ont annoncé, on le savait déjà, le Nice House by the Sea, ça on le sait. Il y a ce sera du coup publié, pour ceux qui ne voient pas, publié en tome 3 de la série Nice House by the Lake. Non. Bah, si. Non, ce sera quand même un Nice House by the Sea tome 1. Ah bon? Et un Nice House by the Sea tome 2. Oui.
T'es sûr de ça? Bah, oui, je me semble que j'avais fait l'annonce et que le communiqué disait le prochain tome de la série. Oui, parce qu'ils sont obligés de dire que c'est la suite du truc, mais Ok, non, ok. ce sera quand même un Nice House by the Sea tome 1 et non, ils vont pas changer le nom. Alors, non, ils vont pas changer. Bah, surtout que. Tu vois, pour moi, ça aurait été logique, entre guillemets, de se dire la série a tellement bien fonctionné qu'on trouve pas le nom, tu vois. Non, bah, absolument pas, parce que le problème, c'est que c'est un autre contexte et que la maison, elle est plus à côté d'un lac, mais bien à côté de la mer. Donc, si t'appelles The Nice House by the Sea, un Nice House on the Lake tome 3, non, là, tu fais un contresens total. Donc, Ok. non, ce sera bien un tome 1 sur 2, mais oui, techniquement, c'est le second cycle, de cet univers, de cette aventure, mais avec un autre set de personnages, un autre hôte, Ok. un autre contexte et tout ça. Mais c'est pour ça, en fait, sur le post Facebook, ils ont dit Big News d'ailleurs, c'est rigolo. Le tome 3 arrivera le 25 avril, donc. Oui, à l'époque, ok. oui. Non, le 20 novembre, c'est ça qu'ils ont communiqué dessus. Oui, non, mais le 20 novembre, ils viennent de faire le post pour le truc J'ai hier, compris. le 8 décembre. Je t'explique ma confusion, du coup. C'est pour ça. Mais ok. Oui, c'est pour ça. Donc ça arrive. Il y a la suite Et c'est bien. de The One Hand and the Six Fingers, là, enfin Five Fingers, je sais plus combien. Six Fingers, oui. Ouais, qui continue, ça, avec ce modèle de faire un petit c'est très truc, bien aussi. machin. Pas, le meilleur AMV, mais c'est plutôt cool. Et donc, Superman The Space Age, le projet, voilà, qu'on attendait depuis 2 ans, parce que ça fait 2 ans qu'il est sorti en VO. Et surtout, c'est avec deux de nos chouchous respectifs. D'un côté, c'est la rencontre de nos deux univers. C'est ça, c'est d'un côté Mark Russell à l'écriture et de l'autre Michael Red au dessin. Donc 2 auteurs qui, hélas, ne rencontrent pas forcément leur public en France. Pas tout le temps en tout cas, puisque Michael Red a peut-être que son Fantastic Four avec qu'est-ce que je raconte, son Silver Surfer avec Dan Slott. Non, parce que je pensais OFF, The Future Foundation, quand il était avec Matt Fraction. Ouais, mais moi je pensais vraiment à l'Omnibus. Je t'ai sauvé, t'inquiète. Ouais, mais moi je pensais à l'Omnibus. Non, c'est parce que je pensais à Dan Slott, et Dan Slott a aussi fait des Fantastic Four, et du coup, et Silver Surfer. Donc voilà. J'avais essayé de te sauver, tu t'es séparé tout ça. Non, j'explique juste mon schéma de pensée très compliqué dans mon cerveau. Oh, combien complexe. Oh, gros cerveau. C'est ça. Tardigrade. Non, mais voilà, c'est que, en dehors de ça, iZombie, on en reparle nous, on en parle depuis 10 ans, que c'est pas édité en VF, parce que. Je n'arrive toujours pas à comprendre. Voilà, tu vois, le Madman, alors, apparemment, le 3e tome sortira en 2025, mais voilà, c'est un rythme très long aussi chez Guinémanine. Madman, on est d'accord pour dire que c'est difficilement accessible. Par contre, iZombie, tu l'aurais vendu dans leur collection jeunesse, à destination, entre guillemets, des fans de fiction comme, Sabrina ou Dead Boy Detective, ça marchait tranquillou bilou, quoi. C'est pas compliqué, iZombie. Peut-être que les éditeurs français considèrent que le graphisme de Michael Red, qui est très particulier, est compliqué à défendre, ce que je peux comprendre très bien. Mais aux États-Unis, c'est une star, quoi. Enfin. Oui, c'est un géant, mais c'est vrai que chez Marvel, c'est peut-être plus facile de vendre son Silver Surfer ou son Ecstatix, du coup, qui sont vraiment incroyables, quoi. Excellent. Ouais, et Excellent, qui était vraiment très chouette aussi. Mais en tout cas, voilà. Et lui, avec Mark Russell. Alors, Mark Russell, c'est Prez, donc ça, c'est pas vendu. Ouais, c'est Billionaire Island, c'est pas vendu. Fantastic Four Life Story. Ça, c'est peut-être un peu mieux vendu, remarque. C'est un peu une sorte de remake, en plus, pour Space Age. Oui, puisque le concept, donc, c'est de réinventer, en fait, l'arrivée de Superman, enfin, le dévoilement de Superman au grand public, en fait, dans le contexte de la conquête spatiale. C'est ça. Avec les grandes tensions entre les États-Unis et la Russie. Et comme pour l'arrivée de Galactus, qui servait d'allégorie sur le réchauffement climatique, là, c'est Crisis, en fait, qui sert d'allégorie sur la fin du monde, puisque ça se passe 20 ans avant Crisis, enfin, ça commence 20 ans avant Crisis. Bah oui, du coup, ouais. Et plutôt que Superman, en fait, c'est vraiment une histoire sur la Justice League, l'univers DC, et ce reflet politique par rapport au réel. Alors, ça, on pourrait le reprocher. C'est vrai que c'est quand même assez proche de Fantastic Four Life Story, puisque c'est la même période, hein. C'est Kennedy, c'est la transition des années 60 bénie vers les années 70 maudite. Et, par contre, c'est de la balle, quoi. Genre, Mark Russell, il l'avait déjà montré avec, Second Coming, notamment dans le volume 2, Second Coming, qui est une relecture de la rencontre entre Jésus-Christ et Superman. Et voilà, Second Coming, qui n'a pas marché non plus, qui n'est, du coup, le deuxième tome n'est pas disponible. Je crois que le seul truc qui a peut-être, ça sort l'année du film, je pense qu'il y a peut-être moyen de. Oui, non, j'espère que ça va pouvoir pousser le truc. Je trouve que c'est vraiment un très bon récit, mais c'est la réflexion que je me fais, c'est que Mark Russell, en fait, à part Not All Robots, dont je sais que celui-là avait pas trop mal fonctionné, en termes de succès de vente, je crois vraiment que c'est peut-être juste Not All Robots, hein, qui a marché, quoi. Et qui est même pas enfin bon, pour moi, son meilleur, c'est toujours presque, quoi, en l'occurrence, mais je suis très subjectif là-dessus. Moi, j'aime beaucoup ce tome-là, quand même. Après, il y a Michael Red aussi, tu vois. Enfin, genre, j'aime beaucoup. Oui, mais et pareil, le Dark Age qui est vachement bien aussi, hein, génial. Batman Dark Age qui est dans la foulée. Mais qui sortira forcément pour The Batman 2 à ce moment-là, je pense. Ouais. Mais du coup, c'est cool. Super projet, vraiment. Si vous êtes fan de Superman, c'est de la très très bonne cam. Il a très bien compris comment l'écrire. Bon, c'est encore les origines et tout, mais ça va beaucoup plus loin.
Les scènes avec Batman sont géniales. Puis c'est hors continuité, le Luthor est à crever de rire. C'est en Black Label et c'est vraiment hors continuité. C'est un récit aussi qui a pas besoin de prérequis en tant que tel. Hein. Et il y a l'Anti-Monitor. Et il y a Paria. C'est trop bien. Voilà. Arnaud qui regarde sa montre comme un mec du futur qui peut lire sa SMS depuis sa montre. Yes. On continue les annonces. Du côté de Panini Comics, alors eux ils sont dans les big news aussi. Il y a quand même 2 gros omnibus qui ont été annoncés. Corentin, si tu veux faire juste un point sur ces énormes pavasses avec le premier tome des New Avengers, enfin des New Avengers de Jonathan Hickman. Ah oui. Et de l'autre côté, ils font un énorme omnibus aussi pour revenir sur les events très classiques avec le Gant de l'Infini. Oui, effectivement, annonce que c'est la première annonce, je crois, des big news. Pour résumer simplement, bon, Jonathan Hickman, on connaît, c'est au sortir de quelques années passées sur les Fantastic Four, où il avait fait l'excellent volume, qui est probablement d'ailleurs l'un des meilleurs volumes des Fantastic Four de tous les temps, où il avait beaucoup réinventé de concepts, posé de nouvelles idées, imposé des présences cosmiques qui n'étaient pas forcément là jusqu'ici, défini la trajectoire pour Franklin Richards, enfin tout ce qu'on sait. En arrivant sur les Avengers, il a fait ce qu'il fait d'habitude, c'est-à-dire il a tout cassé, tout réinventé. Donc il nous explique que il existe des dieux fondamentaux, il existe une menace d'une race qui se répand à travers l'univers, qui compte fracturer la réalité. En fait, ce run-là, au départ, on pensait qu'il menait vers Infinity, parce qu'Infinity, donc c'est l'espèce de remake du Gant de l'Infini, avec Thanos, avec de nouvelles proportions cosmiques, une grande guerre, et une vraie influence du Titan fou. Mais en fait, il mène plutôt vers Secret Wars, et c'est la confluence en fait de Fantastic Four et Avengers qui va mener vers Secret Wars. Très grand run, très gros concept. Pas mon préféré de Hickman, si je dois être honnête. Je préfère toujours CFF et X-Men depuis. Je trouve qu'il en fait encore mieux avec Krakoa. Mais ça reste probablement le truc qui a guidé l'univers. Alors pourtant, ça a duré que 3 ans, je crois. C'est vraiment le truc qui... C'était dense quand même de mémoire. Hein. Bah, ça a donné toutes les directions à l'univers Marvel et ça a posé la base de Time Runs Out jusqu'à voilà la grande putain de réinvention qui après a mené à Monsieur Cebulski et tout ce qu'on sait. Mais donc ouais, franchement, c'est un grand firmament dans ce qui concerne le Gant de l'Infini. Bon bah a priori, ils ont prévu une série d'omnibus sur l'Infinity de Starlin en prenant tout. C'est-à-dire que vraiment ils veulent prendre le prologue, donc dans les pages de Fantastic Four, de Silver Surfer et avec Thanos Quest aussi. Exactement, voilà. Donc très chouette, est-ce qu'il y a besoin de présenter le Gant de l'Infini? Starlin nous explique grosso modo qu'il y a 6 gemmes d'infinité, ou Infinity Stones maintenant comme on dit, 6 pierres d'infinité, associées à des pouvoirs qui participent au fondement des lois de la physique dans le cosmos. Donc le temps, l'âme, l'énergie, l'électricité, etc. Enfin, pas l'électricité d'ailleurs. Et que avec un artefact particulier, on peut obtenir les pouvoirs de Dieu, ou du Dieu créateur, quoi qu'il n'existe pas dans l'univers Marvel, mais des dieux créateurs, on va dire dans ce cas-là. Et c'est ce que Thanos justement entreprend de faire, puisque Thanos est amoureux de la déesse de la mort, ou de la personnification physique de la mort dans l'univers. Et donc, il va obtenir ces pierres et espérant sacrifier ainsi la moitié de la galaxie pour en faire offrande à sa chair et tendre. Est-ce qu'on entend le bruit de la perceuse? Je sais pas, mais continue, t'arrêtes pas. Je déteste ce voisin. Donc, à ce moment-là, il y a Adam Warlock qui va assembler une équipe de guerriers de l'univers pour aller lui savater la gueule. Ça donne le grand Gant de l'Infini. Et ensuite, il y a la Infinity Watch où, pareil, Warlock donne chacune de ses pierres à différents membres influents de son équipe. Enfin, c'est très grand, très cosmique. Ça a été adapté au cinéma sans le côté romantique de Thanos. Donc, voilà. Mais a priori, l'objectif de l'omnibus, c'est vraiment d'avoir un très, très gros compendium avec tout ce qui s'est fait dans cette période du cosmique. Jusqu'où ça pourrait aller, on sait pas. Probablement jusqu'à Annihilation, Realm of Kings et compagnie, parce que ça participe d'un seul tenant, en fait. Entre le moment où Starlin arrive à la fin des années 80 jusqu'à Abnett Lanning, et après ça s'arrête, hein, en vrai, ça s'arrête à Bendis grosso modo, parce qu'après c'est même plus cosmique. Il y a quand même quasiment 20 ans à peu près de comics cosmiques avec cette même logique en fait d'aller chercher les très très grands poncifs de ce que sont le Tribunal Vivant, ce qu'est Eternity, ce qu'est le Silver Surfer, Galactus, Thanos, les Gardiens, enfin tout ce qui fait justement le grand péplum spatial de Marvel. Et c'est culte, c'est fondamental. Ça a souvent été réédité aussi par morceaux. Ah oui, par plein de morceaux différents, mais ouais. Oui, bien sûr. Et même ils ont une intégrale Marvel classique de Silver Surfer aussi, je crois, qui a peut-être même dû déjà passer par cette période-là. Donc comme d'hab chez Panini, on prend un peu des comme le Doom suprême, tu vois, on prend des morceaux de chaque réalité, on les fait dans un shaker et on voit ce qui sort ensuite. Là en l'occurrence, une série d'omnibus là-dessus.
ça a l'intérêt de sortir à un moment donné. On a laissé Thanos de côté. Il est un peu moins utile dans le présent, Thanos. Il a plus d'actualité au cinéma non plus. Donc, est-ce qu'ils en font en comics, c'est vraiment voilà, pas très intéressant. Encore une fois, c'est pour les curieux, pour les nostalgiques, pour celles et ceux qui n'auraient toujours pas eu toute la version du règne de Thanos et de Star-Lord. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Du côté de Panini également, Spider-Man l'Empire 2 et Spider-Man Black Suit and Blood parmi les annonces un petit peu sexy, on va dire. Ouais, faut le dire vite. T'aimes pas le Spider-Man Reign 2 de Karen Andrews? C'est bien. Reign 2, c'est la suite de Spider-Man Reign, donc on retrouve le Spider-Man vieillissant et en slibard. Dans un monde où on pense qu'on a été débarrassé de la dictature, mais en fait elle s'est juste déplacée, puisque Wilson Fisk a été élu à la mairie de New York. C'est devenu le méchant en fait dans Hardboiled. Pour ceux qui ont lu Hardboiled et qui voient le méchant qui se nourrit que de sneakers et qui a des petits prostituées qui se couchent sur lui et tout. T'as pas lu Hardboiled? Si, mais j'ai plus souvenir. C'est le mec qui est très 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 gros. Tu vois, c'est Jabba the Hutt. Voilà, c'est Jabba the Hutt. Là, c'est un Wilson Fisk vraiment énorme, on va dire, qui entreprend de reprendre la ville sous son contrôle avec un allié inattendu, mais qui sait, est-ce qu'il y aurait pas un autre Spider-Man à New York et tout, qui aurait été créé entre 2007 et 2024. Voilà, il y a Black Cat aussi, enfin il y a une Black Cat Junior, on va dire. C'est super bien, c'est très très beau. Évidemment, Andrews a pris un vrai step-up depuis le premier Reign en 2007. Qui était déjà super joli, je trouve. Mais... Il reprend des idées qu'il avait à l'époque, mais c'est quand même assez différent graphiquement. Il y a plus le côté fond 3D, etc. Enfin, il y a moins le côté fond 3D. C'est très très généreux dans le graphisme. C'est plus amusé aussi. C'est moins désespéré quand même. Ouais. Reign, il est connu pour ça. Hein. Là, il y a quand même plus de côté. Tu vois, il joue sur le côté un peu. C'est un pépé quand même, Spider-Man. Donc c'est bien, c'est cool. Pour le côté Black Suit and Blood, on y revient. Encore une fois, la nostalgie consumériste. Les gens sont nostalgiques de l'époque du costume noir, apparemment. À tel point qu'on avait déjà fait Spider-Man. C'est plus que j'aime bien, surtout le prétexte qu'ils ont trouvé pour faire une anthologie Black, White and Blood adapté à Spider-Man, oui. dont le costume en fait est bleu, et pour le coup ils se sont dit effectivement le costume noir du coup ça marche, puisqu'en plus le costume noir c'était celui qui le rendait plus violent, oui, donc quelque part tu peux justifier le blood aussi et machin. Il le rendait plus violent, mais tu vois, normalement les Black, White and Blood c'est pour le personnage qui tue habituellement. Tu vois, ça a été un peu la règle qui a été définie. Elektra, Carnage, Moon Knight qui tue, bien sûr, il n'y a jamais eu de difficulté avec ça. Hein. Ouais. Donc c'est un mercenaire au départ, Moon Knight, hein, il a du sang sur les mains de fou. Oui, bien sûr. Ouais. Mais là pour le coup Spider-Man, parce que là n'importe quel mec qui a un costume noir en fait, tu vois, on s'en fout. Black Panther ils l'ont pas encore fait du coup. Voilà, Black Panther, White and Blood. Tu vois, enfin je sais pas. Moi je trouve ça un peu gavé comme annonce. Il y a une belle équipe créative, enfin quelques beaux noms, mais bon ils tirent sur la corde avec ce truc là. Mais ce qui prouve encore une fois que l'horreur est forte, tu vois, parce que l'horreur, on va dire l'horreur, ouais, très très visuellement. Après la dérivation vers le genre gore, on va dire. L'intérêt, c'est plus que c'est des grands formats. Alors dans un format, le format assez intégral, je pense d'ailleurs, du coup techniquement, mais qui avait été utilisé aussi pour les X-Men Grand Design et Fantastic Four Grand Design. Et ça permet d'avoir des jolis livres objets aussi pour tous ceux notamment qui ont déjà toutes les autres Black, White and Blood. Qui ont tous été édités pour le coup par Panini, quoi. Donc ça se rajoute là-dedans. Du côté de la VO, une très très bonne nouvelle, ça faisait 3 ans qu'on attendait la disponibilité en France de l'application de lecture DC Universe Infinite, elle est enfin là. Ouais. Donc c'est l'équivalent de Marvel Unlimited. Donc ce qui veut dire qu'avec moyennant un abonnement mensuel ou annuel, en fait, vous pouvez lire presque ou tous les comics DC en VO, bien entendu, et en numérique. Et comme dit, l'application, donc en fait, à la base, c'était DC Universe, donc c'était à la fois ça, de la lecture, mais aussi leur série dédiée DC Universe, Titans, Doom Patrol et tout ça, avant que tout ça ne passe chez Max. Quand Max avait été lancé, ils avaient arrêté l'offre multimédia pour se concentrer justement sur l'application de lecture numérique. Et c'était en 2021, et ils avaient dit au lancement en début 2021, en fait, pour amorcer aussi l'étape Infinite Frontier dans leur publication, que c'était prévu que ça arrive en France très prochainement. Ils avaient dit plus tard dans l'année. Donc nous, depuis fin 2021, on était là, du coup l'année est écoulée et vous l'avez pas lancé l'application. Donc voilà, il a fallu 2 ans supplémentaires. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fallu attendre, voilà. Mais en tout cas, maintenant c'est disponible. Il y a un abonnement normal, c'est comme Marvel Unlimited. Du coup, c'est 60 € par an, je dirais, donc du 6 € par mois. Et sinon, t'as du 10 € par mois et 100 balles par an pour avoir leur truc ultra qui permet pour le coup d'avoir que 1 mois d'attente avec les nouveautés.
C'est-à-dire que tu peux lire les comics en numérique. C'est-à-dire que là, les Absolute Batman, Superman, tout ça, c'est déjà disponible en numérique. Voilà. Donc, c'est pour ceux qui lisent beaucoup de VO, ça peut être vraiment super en mainstream notamment. Ça peut être super intéressant d'avoir un abonnement comme ça et de réserver les sous pour le physique pour l'indé, par exemple. Et bah voilà, moi je suis ultra content parce que ça permet quand même de faire pas mal de rattrapage et légal aussi, d'avoir cette offre qui est légale aussi également en France, donc c'est plutôt cool. Je croyais que tu lisais pas en numérique, toi. Hein? Je croyais que tu lisais pas en numérique. Si, je lis beaucoup sur numérique. Bah, je peux pas tout lire en papier non plus. Mais 1000 fois, tu m'as dit, le numérique, c'est de la merde. Moi, j'ai jamais dit ça. Tu m'as dit, lisez des bouquins, ceux qui lisent du numérique, c'est des singes et tout. Tu m'as dit ça vraiment, t'as été ultra injurieux. Comment tu mens? Il y a eu des vannes validistes et tout. Enfin, c'était vraiment. Ah oui, j'ai dit ça. Pas très propre, ouais, c'est bien de réécrire la réalité. Je me souviens quand tu m'avais dit, ouais, tu vois les handicapés. Il est fou. Donc, bref, ouais, c'est cool. En tout cas, c'est chouette. Ouais, non, c'est chouette. C'est chouette. Donc, là, l'autre actualité VO, c'est Jeff Lemire qui sort encore un bouquin parce qu'il s'est dit je n'ai pas sorti assez cette année quand même. J'ai dormi quand même 8 heures l'année dernière, c'est beaucoup trop. Moi, j'ai habitué à 4 heures, donc là. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je peux faire pour compenser? Mais ce sera pas de la fiction, en fait, c'est une forme de mémoire, d'autobiographie, enfin où il revient sur son parcours professionnel chez Dark Horse, avec un projet donc, qui s'appelle, alors je vais être horrible parce que je vais le dire à la fois en anglais et en français. 10,000 Inkstains. Non, 10 000 Inkstains. Du coup, ce que je fais chier de dire 10,000, quand même, mais bon. Enfin, qu'est-ce que je vois pas pourquoi c'est compliqué. C'est comme quand tu dis 100 boulettes, tu vois. 100 boulettes. Moi, j'arrive pas à dire 100 bullets, ça me fait chier, tu vois, donc je dis 100 boulettes, mais là, du coup, ce sera 10 000 Inkstains. Il y a juste une syllabe de plus, 100 bullets, 100 boulettes, Ouais, mais 100, les gens, les trois quarts des gens ne savent pas ce que ça veut dire, 100, tu vois. Oh, mais n'importe quoi. Ah, ne sous-estime pas le niveau d'anglais de nos concitoyens. Toi, sous-estime pas le niveau d'anglais. Mais tu le sais, quand tu vois comment les politiques ils parlent anglais, excuse-moi, ça fait ultra pitié, donc, voilà. Et c'est des gens qui sont censés avoir fait des grandes formations, donc les gens qui ont pas le time pour ça, vraiment. Vous savez qu'Arnaud vous prend tous pour des cons. Mais non! Surtout ceux qui lisent en numérique. Mais non, je sais juste que le niveau en anglais en France, il est pas bon. Bon, donc 10 000 taches d'encre. Voilà. 10 000 taches d'encre, qu'est-ce que c'est? C'est un artbook, particulièrement concentré sur la production indé de Jeff Lemire, c'est-à-dire qu'à chaque... De toute façon, il a pas les droits pour sa production en mainstream. Wow, il aurait pu obtenir une dérogue, mais bon, peu importe. Pour résumer, grosso modo, ça va évoquer différents cas de création originale qu'il a fait depuis 15 à 20 ans, et avec des planches qu'on n'a pas forcément vues, des croquis de recherche, une présentation du pitch de l'histoire, et un historique de ce qui s'est passé au moment où il l'a créé, où il en était à ce moment-là, quelles ont été ses influences, comment se sont passées les rencontres avec les éditeurs, etc. Donc c'est un peu, effectivement, chapitré, puisque c'est chronologique, avec des trucs comme Sweet Tooth, avec Black Hammer, évidemment. Je sais pas si ça va jusqu'à très récemment, parce que la liste complète n'a pas été détaillée. Mais j'imagine qu'il va au moins jusqu'à Fish Flies. Peut-être. Mais du coup, voilà, c'est un peu genre, qu'est-ce que vous voulez savoir, quelles ont été les coulisses des créations originales de Jeff Lemire, à quoi ça ressemble justement la méthode de travail de Jeff Lemire. Il y a beaucoup de trucs à apprendre dans cet album-là. Bon, après, on aurait bien aimé un vrai mémoire, une vraie biographie documentaire, mais ça finira pas à arriver parce que bon, c'est quand même dans des très très grands actuels. Il en a encore pour 30 à 40 ans de carrière, hein, s'il continue comme ça. Donc, mais en plus, actuellement, c'est l'un des, encore considéré comme l'un des tout meilleurs, tu vois. Donc, franchement, avec plaisir. Et effectivement, c'est pas le projet qui a dû lui demander le plus de travail personnel, puisque j'imagine qu'il a pris des notes au fur et à mesure de toutes les années, et que là, il a juste condensé un peu les notes avec une forme d'éditorialisation. Je le verrais bien arriver chez Futuropolis pour le coup, celui-là. Ouais. Ouais, bah, comme tous les projets qu'il fait en solo, ouais. Après, c'est Dark Horse, et Black Hammer, c'est Urban. Je sais pas s'il y a un accord de principe entre les deux boîtes. Ouais, mais justement, Black Hammer, c'était pas écrit et dessiné par lui-même. Oh oui, c'est sûr. C'était un autre truc, donc, C'est sûr. Non, mais ça ressemble plus à Futuro en plus. Ouais, complètement. Dans l'esprit, ça ira très bien à côté de, The World Dweller, là, je sais plus comment il l'appelle en français. Quoi? Je sais plus si c'est Subdweller ou je sais plus, bref. Oui, le truc de Matkin? Non, toujours de Jeff Lemire, c'est que du Jeff Lemire, mais jamais j'arrive. The Underwater, voilà. Ça, c'est juste Matkin, mec. C'est pas Matkin? The Underwater Welder, c'est Matkin. Jack Joseph?
Alors, je comprends plus ce que tu me dis là, ça y est. Non, c'est bien Jeff Lemire, Jack Joseph, soudeur sous-marin. Voilà, donc ça c'est le titre VF. Donc c'est pas du tout Matkins, c'est bien Jeff Lemire en solo. Donc non, il a écrit Matkins là. Non, nulle part. Regarde, Non. Tu pousses un peu les yeux. Arrête d'essayer de te rattraper. Donc il a fait une série sous-marine aussi, c'est pour ça. Voilà, oui, mais c'est Depth H. Voilà, mais tu me dis pas les choses aussi, tu me laisses me fourvoyer, c'est un scandale. Donc voilà, le labyrinthe, les éphémères, voilà, tout ce genre de choses-là, je pense que The Nobody, ça pourrait être très très bien d'avoir donc 10 000 taches d'encre à côté chez Futuropolis. On en a terminé pour les comics, on passe du côté des écrans. Alors une petite news qui me fait plaisir, j'ai juste envie d'en parler, même si Corentin, il va faire c'est pas du comics, c'est même pas de la BD en plus, espèce de salaud. Et en plus, tu dis des trucs sur ceux qui lisent en anglais, en numérique. Voilà. Donc, le grand camp The Great When d'Alan Moore est adapté en série télé. C'est pas du comics, c'est pas de la BD. Donc, effectivement, c'est pas de la BD. C'est bien dommage d'ailleurs parce que ce serait complètement BD compatible. En tout cas, moi, c'est la réflexion que je me suis faite en le lisant. Donc, c'est le dernier bouquin d'Alan Moore, vachement plus accessible qu'un Jérusalem, clairement, où on suit alors c'est Dennis Knuckleyard, qui est un apprenti qui aide en fait une bibliothécaire complètement ravagée, complètement folle, qui s'appelle Ada Crevard. Et alors elle a un vrai nom de famille mais c'est son surnom quoi, et qui un jour envoyé en mission chez un autre confrère bouquiniste en fait pour récupérer des bouquins. Il le fait et sauf que il s'aperçoit après coup en fait qu'il entre en possession d'un bouquin qui n'existe pas. Qui n'existe pas dans sa réalité puisqu'en fait il provient d'un livre en fait c'est une œuvre de fiction dans un bouquin bien réel, mais parce qu'en fait l'auteur de ce bouquin en fait avait réussi à accéder au Grand Camp, et le Grand Camp en fait c'est un autre, ça se passe à Londres après Seconde Guerre mondiale, et en fait le Grand Camp c'est une autre version de Londres en fait qui en une sorte de réalité parallèle, mais complètement alors soit d'un côté paradisiaque, soit cauchemardesque, ça dépend des rues dans lesquelles tu vas, et dans lequel en fait dont personne n'est censé être au courant de l'existence, et quand tu es au courant, et ben tu es en cours de grave danger. Donc en fait on lui dit clairement là ce livre t'es pas censé l'avoir, ça va faire le bordel, donc ramène-le dans son univers, sinon tu vas mourir dans d'atroces souffrances. Et quand je dis d'atroces souffrances, c'est en gros ils expliquent que l'une des précédentes personnes à qui c'est arrivé en fait il s'est retrouvé littéralement sans dessus dessous, c'est-à-dire la peau retournée vers l'extérieur, enfin un truc vraiment qui a l'air absolument atroce, et sauf que forcément le livre en question attire aussi des personnes beaucoup moins bien intentionnées, et donc il y a un vrai jeu de course-poursuite, chassé-croisé entre des personnages, et c'est toutes les obsessions d'Alan Moore aussi, puisqu'il y a un magicien forcément. Ça se passe au début, ça prend part dans une librairie, donc on parle beaucoup aussi du pouvoir de la littérature, de la fiction. T'as les réalités cachées dans la topographie, voilà, imaginaire complètement farfelu, avec vraiment des trottoirs crocodiles qui peuvent te bouffer quoi. Vraiment c'est pas ça, je sais pas comment ils vont faire, parce que justement en lisant justement les passages qui se passent dans le Grand Camp, t'as des descriptions de trucs concepts mais qui sont franchement géniaux, mais tu dis mais alors autant à illustrer, je pense que il y a certains artistes qui pourraient faire vraiment un truc trop génial. Et en série télé ça va m'apparaître beaucoup plus compliqué, surtout qu'il y a notamment un personnage qui est l'incarnation du mal absolu en fait, et en fait c'est un personnage concept en fait où les parties du corps en fait sont faites d'actes en fait en tant que tel, tu vois, donc c'est absolument pas télégénique. Ouais, c'est trop bizarre, mais la société de production qui fait ça a quand même c'est celle qui a fait les filles du Dr March, la dernière adaptation. Little Women. Ouais, Little Women. Ouais. Ils ont fait d'autres productions comme ça, très british et d'époque aussi, donc où c'est plutôt adéquat par rapport en tout cas au contexte. Je le voyais pas trop aller à Hollywood. Principal. Et surtout que Alan Moore. Il est d'accord. Il est d'accord. Ouais, il est parti. Il est même partie prenante. Il a fait un verbatim dans l'annonce en disant c'est la première fois de toute ma carrière que je suis content, que je suis genuinely excité et content en fait de voir un de mes projets adaptés. Je pense que ça pourra très bien se retranscrire sur la télé, et en plus les gens avec qui je bosse ils sont non seulement ils me respectent, mais en plus ils prennent en compte aussi tout ce que je peux leur dire, c'est-à-dire qu'il prend une part active au développement de cette adaptation. Voilà, donc je trouve ça plutôt chouette. Peut-être plus pour le côté juste Alan Moore va être content certainement d'une de ces adaptations, et on va pas essayer de lui ça lui fera du blé, de lui rouler dessus. Et franchement le Grand Camp, donc c'est disponible en VF chez Brajlon, et vraiment ça s'y super bien. Deux twists dans l'histoire en fait, il y a vraiment une construction aussi qui est
qui va dans certains chemins où on l'attend pas forcément. Après, le deuxième twist, personnellement, je l'avais quand même identifié, tu vois. Mais je te le prête, ça ressemble un peu à franchement. son film, là, du coup. Ça ressemble un peu à son film, le pitch. Ouais, j'ai pas vu The Show, ouais, peut-être. T'as vu The Show? Mais non. On avait dit qu'on ferait un podcast. Ouais, c'était il y a 2 ans, The Show. Bah ouais, mais du coup, en plus, c'est jamais sorti en DVD chez nous, quoi. Mais alors, justement, on s'en fout. C'est pour les fans, frère. Allez. Tu veux qu'on parle de ses bouquins, pour pas de ses films? Bah, parce que c'est plus intéressant. Mais non, c'est cool, ça lui fera du blé. Après, moi, encore une fois, j'espère que Alan Moore finira par faire une Neil Gaiman. Oh là, ça fait bizarre à dire, alors. Non, pas dans ça, le sens où il va agresser des meufs et nan, mais je veux dire, que sa littérature sera adaptée, enfin, il acceptera que sa littérature soit adaptée en BD dans la foulée, comme Dark Horse a fait avec toutes les nouvelles et les romans de Gaiman. Ouais. Avec la Norse mythologie. Tu vois, il lui faudrait un Big Craig Russell à lui qui se dit, bah, écoute, fais-ma confiance. J'ai confiance, ok, vas-y. Ouais. Et tu vois, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses, mais non, mais pas que la Norse mythologie, les contes du Graveyard. David Max sur The Great One, je pense que ça pourrait être fabuleux. Ou les Andrew Steren. Non, ouais, il y a plein d'artistes, celles et ceux, s'il y en a qui ont lu le bouquin, ils sauront qu'effectivement ce sera peut-être très télégénique au final si les gens se débrouillent bien, mais je pense que vraiment ce sera super comics génique en premier lieu. Mais donc ça arrive, c'est en développement, ça ils sont déjà en train de bosser avec des scénaristes et tout ça, donc on risque d'en avoir des nouvelles d'ici peu. Et en attendant, on a rendez-vous le 6 février 2025 avec Invincible saison 3. On a eu le premier trailer. Pas de surprise pour celles et ceux qui ont lu la BD. Il y a quelques passages assez évidents qui sont montrés, notamment le fameux changement de costume pour aller vers le bleu, le tout bleu, avec son petit frère qui commence aussi à faire ses premiers pas en tant que super-héros. Oliver. Le Damian Wayne, avant Damian Wayne, quand même. C'est vrai, ouais, tout à fait. Bah oui, puisqu'il a un gros problème de moralité aussi, tout à fait. Et qu'il est trop mignon. Ouais. Et alors il y a d'autres passages qui sont pas encore montrés. Moi, je n'en dirai pas plus évidemment, mais voilà, ça va être très cool. Surtout qu'il y aura pas de grosse pause de mi-saison pour cette fois, donc cool, on va y aller d'une traite à partir de février prochain. Ça va vraiment casser les pattes de la saison 2, ça. Ouais. Et toi, donc t'as regardé le trailer, t'es aussi. J'ai regardé le trailer, ouais. Bah c'est toujours le même bilan, parce que calmement. Voilà, merci Arnaud qui finit les paroles de la chanson hors micro et qui se casse, voilà, il disparaît. C'est en fait tout bête parce que la série est bien, elle est bien écrite, elle est plutôt bien rythmée. Si on met de côté le problème de diffusion, je comprends bien évidemment qu'ils n'ont plus les moyens ils n'ont plus la possibilité de faire appel aux équipes asiatiques de Corée du Nord pour avoir un rendu plus fluide. De toute façon, à l'époque, même quand c'était produit en Corée du Nord, c'était pas fluide. Je trouve quand même que ça fait vraiment trame par trame, fixe, rigide. C'est pas grave, la série est bien quand même. Sauf que Creature Commandos, tu vois, à côté, c'est un peu plus dynamique. C'est ce que j'allais dire, vois. en fait, quand tu vois ce qu'on fait en France, alors que pour le coup, on paye les salaires relativement chers, des animateurs. Enfin, je sais pas si l'anime. Il y a pas que Bobby Pills dessus. C'est ça, les transitions, les in-between sont pas forcément faits en France, mais c'est déjà quand même beaucoup plus vivant, et pourtant, c'est 2 séries de plateformes avec les mêmes impératifs, parce que c'est une très grosse machine pour eux maintenant, Invincible. Ça ramène beaucoup d'abonnés Prime. C'est un peu l'une des grosses machines avec The Boys, pour le coup, de Amazon en streaming. J'aimerais bien quand même qu'ils mettent un peu de pognon, quoi. Et je comprends, entre guillemets, t'as envie de te dire pourquoi investir plus d'argent alors que les deux premières saisons ont fonctionné sans une grosse enveloppe au niveau de l'animation elle-même. Maintenant, ça change pas grand-chose, la série elle est bien, les personnages sont bien. Là, on rentre en plus pour moi dans la meilleure période, puisque est-ce que le pari qu'on avait fait dans le podcast sur le personnage qui apparaît à la fin de la saison, j'avais raison ou pas? C'est quoi le personnage qui apparaît de la fin de la saison 2? Oui, pour amorcer l'arc Viltrumien, on va dire. C'était qui? Bah, tu peux me le redire. J'avais parié que la saison se terminait sur Conquest et son arrivée. Que la saison 3 se terminerait sur Conquest et son arrivée? Ouais. Pour faire la transition vers le Freddie Mercury univers. C'est compliqué, du coup, là, ce que tu vois. En fait, tu vois, c'est pour ça que je voulais parler à mot couvert, mais du coup, là, tu vas du coup spoiler les gens. Bah, je vais rien dire, du coup, voilà, surtout, ouais. Tu me le dis hors micro. Donc, très cool. On est chaud. Mais après une bonne année en animation, on espère que l'année prochaine aura encore de belles surprises. Enfin non, on n'y croit pas une seconde, mais on espère quand même que l'année prochaine aura de belles trucs animés. Oui, non, c'est quasiment sûr que ça va être encore une chouette année de ce côté-là, mais mine de rien, le live action du côté de la zombie. Oui, certes. Friendly Spider-Man. Ça peut être sympa, ceci dit. Et Wakanda Forever, là. Ouais, Eyes of Wakanda. Eyes of Wakanda, pardon, ouais. Ouais, j'avoue, ça risque quand même d'être, bah ouais, mais bon, ouais. Il y aura la Yakuza League. Oui, c'est vrai que ça sort quand ça? C'est sorti? Sur début d'année, je crois, non?
C'est sorti déjà? Je sais pas. Non, c'est début d'année, je crois. Ouais, je sais plus. Mais c'est vrai que ça va être fun. Ça va être fun. Mais par contre, du côté du live action, il y a quand même eu des bonnes surprises cette année. On en a parlé de 2 récemment, justement, avec Agatha All et The Penguin. Et justement, ça a payé puisqu'il y a eu des nominations aux Golden Globes. Alors, plus pour les acteurs que pour le reste, j'ai l'impression, mais... Oui, Mais quand même, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des séries de super-héros en tant que tels. Ça fait même jamais, je veux dire, à part la série Watchmen de Il y avait Lindelof. WandaVision, c'était aux Emmys qu'elle avait été nommée, effectivement. Ouais. Mais déjà à l'époque, les Emmys, c'était un peu... Je sais plus si c'était une grande industrielle qui avait poussé les Emmys à faire un peu une sorte de prix, une sorte de sélection qui allait dans le sens du public. D'ailleurs là, c'est un peu le cas aussi. Genre les séries qui nomment, c'est pas les séries les plus pointues, les plus élitistes. T'as des produits un peu plus compliqués, on va dire, comme Mon Petit Reine, qui clairement s'adresse pas forcément au très très grand public. C'est vrai qu'il y avait que des films qui étaient nommés au Golden, en fait. Jamais de série. J'ai l'impression. Peut-être Watchmen. Peut-être Watchmen. Non, mais je veux dire qu'il y a de films de super-héros. Ouais, bien sûr. Parce que si je dis pas de bêtises, les Golden se sont intéressés aux séries depuis les années 60. Et en fait, ils ont fait que rajouter des catégories à mesure que la série télé a pris en importance. Même au sein de la société. Je veux dire, aujourd'hui, les séries télé sont même des plus gros événements que les films dans de très nombreux cas. C'est les sujets qu'on discute autour de la machine à café. C'est les trucs que tout le monde suit en streaming et tout. Plus que le cinéma, j'ai l'impression aujourd'hui. Il y aura un truc à écrire là-dessus d'ailleurs. Mais là, on fait un petit bilan. Donc, Colin Farrell, prix d'interprétation dans une mini-série, nommé aux côtés du mec de The Bear, de Ewan McGregor, de quelques grands acteurs. De Jeremy Allen White. Ouais. Qui va du coup doubler le fils de Jabba the Hutt pour le film Mandalorian et Grogu. C'est l'univers Disney. The Bear, c'est une série Disney. Et t'as vu le nom Rota the Hutt, quoi. Mais ne parlons pas de l'univers Star Wars qui est en pire état que l'univers Marvel à mon sens. Donc il y a Colin Farrell. Je pense que c'est faisable en vrai parce que il est très bon dans la série. Ouais. Et le fait de jouer avec un masque et du coup de devoir assumer une morphologie différente, le côté boitilleur et tout. C'est des trucs qui plaisent beaucoup, ça, aux jurés, aux critiques, etc. Ces petits yeux en... Voilà, ça. Puis tu le reconnais pas, tu le reconnais, tu vois, ça, c'est un truc qui aime bien les... Après, bon, en vrai, le problème, c'est que The Bear est tellement devenu une machine à prix, à mon sens. Ouais, mais The Bear, ça commence à saouler. Et franchement, surcoté, Non. La 1 et 2 était génial. La 3, par contre, le créateur se regarde filmer, et c'est très intello. Enfin, pas un télo, mais c'est beaucoup moins. Non, mais c'est cool, The Bear. Je dis pas que c'est pas bien. Moins funky qu'avant. Mais il y a un moment, enfin, c'est pas Succession non plus. Tu vois, qui, à mon sens, méritait peut-être d'être récompensé chaque année, saison après saison, alors que The Bear, à mon sens, passer après la surprise, ça reste très bien, mais la 2 est meilleure que la 1. Bah, oh, si. Tu trouves? Ouais. Je sais pas, moi, Claire, elle m'a saoulé, donc, l'épisode sur le dîner, par exemple, dans la maison familiale, c'est quand même niveau Succession. Oui, c'est vrai. Non, mais l'épisode en tant que tel, quoi, mais même celui, tu sais, où son pote va à Amsterdam pour apprendre la pâtisserie, etc., où c'est tout en silence et tout. Le problème, tu sais, il y avait un mec qui avait écrit ça par rapport à Ted Lasso. Avec Will Poulter, il avait dit Ted Lasso, en fait, la 3, elle est moins bien que la 1 parce que les critiques ont appuyé sur le côté, on aime bien le côté feel good, on aime bien le côté émotionnel et poétique. Et du coup, en fait, à mesure que la série avance, les créateurs ont poussé ce curseur-là au détriment de la comédie. Et du coup, à la fin, en fait, tu regardes plus forcément pour te marrer, tu regardes pour suivre une série un peu comédie-drama, voire juste drama. Et en fait, The Bear, c'est un peu pareil. C'est que comme ces épisodes-là, ils ont grave bien fonctionné, tu perds le côté un peu rock'n'roll, un peu on s'engueule, un peu ouais, comédie, en fait. Et du coup, The Bear, c'est même plus une comédie. Enfin, tu regardes plus pour rigoler. Ça n'a jamais été ça. Pour moi, j'ai jamais trouvé ça marrant, La 1, quand même, elle avait des moments un peu rigolos, tu vois. Il y avait des références pop culture. Remarque, la 1, pour le coup, vraiment, au niveau de tonalité, ça n'a rien à voir avec la 3. Mais bref, tu vois, The Bear qui fait une razzia aux Emmy. Bon, Shogun, pareil, j'ai pas vu ça, qui a tout pété aux Emmy, mais un truc de fou, quoi. C'est hyper bien, attention. Ouais. Mais c'est pareil, quand t'as Le Pingouin contre Shogun, l'industrie préférera remercier Hulu d'avoir fait une série originale, etc. Donc voilà pour Colin Farrell. Christine Milioti aussi, après l'interprétation pour mini-série féminine, enfin actrice du coup. Pareil, elle est en face quand même de Cate Blanchett, de Kate Winslet. Enfin, il y a des très de Jean Smart, de la meuf de Watchmen, c'est qui jouait le spectroscopie UAG et qui est une très très grande actrice qui a un super profil et tout. Même si Milioti, franchement, pour moi c'est la star. Incroyable. Elle est forte, elle est racée, enfin elle est géniale cette meuf. Et effectivement, comme l'avait dit Océane dans le podcast qui est tombé ce matin du coup, c'est probablement justement l'un des rôles de sa carrière, mais elle est pas aussi implantée que ces gros profils-là. Et Catherine Hahn, pris pour meilleure actrice dans une série comique,
Alors, Ouais, Arnaud ça, hoche la tête avec un regard perdu. non, alors pour moi, Mais elle est géniale, au c'est secours, juste que au t'es pas- secours. Elle est en surjeu total, nul, elle sait c'est pas tout. ce qu'elle raconte. Non, c'est toi qui est nul. C'est son impro, ses tentatives d'impro sont ratées. Vraiment, pour moi, c'est un miscast total dans cette Maintenant, vous série. savez pourquoi je Alors, n'ai pas fait le podcast t'as attendu que je avec parte à Arnaud. 15 000 kilomètres pour pouvoir le pareil pour faire. Yerim. quoi. Moi, j'avais dit, j'ai bien aimé la série. Je veux pas, vous les Ouais. augures, là, les corbeaux qui vont dire, c'est nul! c'est pas juste c'est nul, c'est juste que pour le coup, enfin, et après on peut aimer, mais mais à lui donner un Golden Globe, mais Nick, non, Bah, jamais. visiblement, Ouais. le comité de sélection n'est pas de ton avis, Arnaud, qui Mais coûte dommage. complètement, et je respecte, On fera des respecte FP ça. Awards pour les adaptations, ça tu pourrais dire que c'était nul en fait. Bah, Pour- clairement, Agatha aurait pas gagné. Après Catherine Hahn, c'est vrai, c'est une reine de la comédie aux États-Unis. Mais je dis pas, et pourtant je l'avais adoré dans WandaVision. C'est pour ça que j'étais d'autant plus complètement déçu et perdu devant Agatha. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pour moi, C'est c'était plus. bien mieux dans Agatha que dans WandaVision. Ah, je trouve. Elle a beaucoup plus de nuances à jouer quand même. Son Bah, côté marrant, son côté daronne, son côté manipulatrice, il est quand même beaucoup plus créatif. mais ici, ça tu n'a vois. aucun, son personnage n'a aucun sens. Mais De toute bref, façon, on s'en fout. on Elle va va pas refaire. gagner. Oui, elle va pas gagner, ça c'est sûr. Ça va être Ayo Edebiri de The Bear ou Quinta Brunson de merde. Oui. Abbott Elementary. C'est fort C'est pareil, tu probable. vois, en face, t'as des très grosses sitcoms, meilleurs que Marvel Studios. Et enfin, donc, le plus important, à mon sens, c'est quand même la sélection de la série Le Pingouin, Ah oui, quand même, au non. prix de série limitée. Ok. Et en face, du coup, je crois, de Shogun et de quelques autres Ouais, séries. donc ça marche, ça passera pas non plus. Là, mais, là, c'est à voir. Non, Non, non. mais à voir, pas pauvre. S'il y a Shogun, c'est mort. Mais je me souviens plus exactement de la sélection. Mais tu vois, dans les quatre, quand même, on va dire, au doigt mouillé, moi, je pense que Colin Farrell a peut-être ses chances. Ouais. Et que le fait d'être sélectionné 3 fois, ça veut dire quand même qu'il y a un jury qui, du coup, Qui va a avoir bien plusieurs kiffé, fois le ouais. produit. Ouais. Parce que c'est comme quand l'année où Ils sont grave en manque des Sopranos. Ouais. Everywhere All at Once avait été nommé dans toutes les catégories et avait remporté tous les prix, grosso modo. Mm. Ce qui était ridicule, pour le coup, parce que Jamie Lee Curtis, si on retient de sa carrière son rôle dans Everything Everywhere All at Once, on se fout de la gueule du monde, enfin, très clairement. Mm. Juste dans The Bear, elle était mieux, voilà, pour donner un Ouais, exemple. c'est vrai qu'elle est chouette aussi. Ouais. Là, c'est pareil. Peut-être que l'industrie va se dire, bon, bah, c'est bon, The Bear, ils ont déjà eu quand même pas mal de statuettes. Venez, on fait comme s'il existait d'autres séries sur Terre, à part celle-là. En vrai, The Bird, il y a John Cena qui débarque aussi, c'est trop cool, tu vois. Mais non, mais les caméos Après, dans les The caméos, Bear, ils sont toujours fous, quoi. les meilleurs caméos Ouais, de ouais. l'univers, ces gars-là. Donc, c'est même Olivia Colman et tout, ou Jeff de Community, enfin. Ouais, et Will Poulter. Poulter, pardon. Oui, Will Poutrel. Oui, qui est de retour dans la 3 d'ailleurs. Ouais. Il a pris un peu de volume, hein, quand même. Donc, franchement, c'est vraiment une surprise parce que on n'arrête pas de le dire, nous, Hollywood n'a pas à être hostile particulièrement au cinéma des super-héros, ça n'a jamais été le cas. Burton, tout le monde adore Burton, tout le monde aime son cinéma et ses films de Batman sont rentrés dans l'histoire. De Parce la que même c'est des façon films que d'auteur, quand les même. films regarde, le documentaire sur Christopher Reeve, qui a gagné des prix au Critics' Choice Award dans la catégorie documentaire. Parce L'industrie que est c'est un pas très bon contre documentaire, ouais. les productions de studio, les productions costumes, les productions comics. On leur demande juste de faire un effort. C'est ce que Kevin Feige n'a jamais compris. Lui, il croyait que c'était chaque année, pour les campagnes For Your Consideration, il fallait insister et dire, regardez, on va prendre les VFX de Thor 4 et on va les faire candidater au prix des effets spéciaux l'année où il y a Dune. Tu dis, mais vous êtes fous, vous êtes des malades mentaux. Là, pour le coup, Warner Bros, qui savent qu'ils ont une carte à jouer avec les productions Matt Reeves, le côté un peu autorisant et tout, ça paye, tu vois, visiblement. Donc, stratégie payante d'avoir laissé à ce mec-là une part d'autonomie. Et Catherine Hahn, effectivement, donc, on célèbre le côté un peu reine de la comédie. Quand on prend cette meuf-là pour une série qui est visiblement plus libre parce qu'elle a moins de budget et que du coup, on peut s'autoriser plus de créativité, plus de loufoquerie, plus de côté un peu camp, un peu LGBT, on peut le dire clairement, hein. Le public, visiblement, est au rendez-vous. Donc, moi, ça me fait plaisir parce que les rares adaptations qu'on aura eues cette année, elles ne ressemblaient pas à des productions formatées comics. On pourra me dire que quand même Agatha, c'est un peu le format et tout, mais c'est plus permissif que Moon Knight, qui était une série de merde, que Hawkeye, que Secret Invasion, tu vois, enfin, Oui, c'est quand non, même, non, voilà. c'est sûr que si tu compares par rapport à ça, autant j'ai pas aimé Agatha All Along, autant je lui reconnais largement d'être voilà, il y a supérieur plus de couleurs, plus d'idées, à Moon Knight et c'est... voilà, oui. donc que l'industrie mette une tape dans le dos en mode genre c'est bien, t'as essayé de faire un truc, c'est agréable. Je pense pas que ça aboutira à une victoire parce que c'est aussi Mais bah, parfois, l'important, c'est juste les nominations aussi. Hein. parce qu'on dit que les prix sont politiques, c'est pas forcément vrai. Il y a une part de politique évidemment, mais c'est surtout en fait aussi une question de contexte, une question de qui tu connais, une question de comment ta compagnie a été faite. Colin Farrell, je dis qu'il a ses chances parce que aussi c'est l'un des plus grands acteurs en activité actuellement. Enfin, le mec, il a fait des films Oscar, il était snobé aux Oscars pour Banshees of Inisherin, alors qu'il était en plein de sélection aussi. Là, en plus, il se met en danger. Il va faire un film une production super-héros, alors qu'on sait ce que ça a fait à Ben Affleck, ce que ça a fait à Henry Cavill. Enfin, tu vois, c'est aussi normalement un peu un charnier. Hein.
Et là, en plus, il le fait avec son masque, dans une presta qui évoque volontairement les C'est Sopranos. prothèse, ouais. Mais... Tu vois, enfin, moi, je pense que c'est jouable, pour le coup. Ok. Et du côté du cinéma, une bonne nouvelle, je pense, pour le film Supergirl Woman of Tomorrow, qui aura droit à Rob Hardy en directeur de la photographie. Alors, c'est pas le frère de Tom Hardy. De Colin Hardy. Encore que j'en sais rien. Mais c'est surtout le directeur photo qui a accompagné, voilà, maintenant je repasse son nom, Alex Garland, sur tous ses projets cinématographiques, voilà. Et Civil War aussi, il était vraiment et sur Devs aussi, et qui sont, alors Devs, putain, la photo de Devs, ça c'était on aime ou pas ces films, mais en tout cas, on peut lui reconnaître un vrai travail soigné. Sur... le reste. Ah si, Man, c'est super. Non, c'est éclaté, man. Wesh! T'es un malade. Ah, il est fou. Mais bref, mais au moins c'est beau. C'est super bien éclairé. C'est très, très, très beau. Donc, Garland, c'est quand même l'assurance, a priori, que Supergirl Woman of Tomorrow, ce sera un film qui sera joli à regarder. Mais même, toi, t'as toujours pas vu Aitonia, j'imagine? Aitonia, non. J'ai pas vu, non. Est-ce que t'as vu la série Physical sur Apple avec... alors, si tu me demandes si j'ai vu des trucs de Craig Gillespie, je vais te répondre non, je n'ai rien vu de Craig Gillespie. Voilà. Gillespie. Parce que lui, pareil, il sait tenir une caméra. Hein. Son problème, c'est le dosage dans l'humour et dans le côté un peu scabreux, qui est du coup rarement réussi. Mais par contre, il sait ce qu'il fait, tu vois, avec une caméra. Donc avec lui, tu vois, il y a une scène, par exemple, qui est assez... je te parlais de Aitonia, qu'il faut vraiment que tu mates, pour le coup. Parce que Sebastian Stan, c'est un peu là qu'il a commencé à se réorienter vers le fait de savoir bien jouer. Parce que, tu sais, avant, c'était Marvel Studios et tout le monde disait, il évoque rien. Ouais. Et avec ce film-là, justement, il joue, en fait, le mari violent de Tonya Harding. Et il y a une scène justement où il s'engueule et vraiment il sort un flingue et tout. Et c'était que du plan séquence, vraiment travaillé par rapport à des éclairages naturels dans une pièce assez sombre. Et avec un bon chef-op, je pense qu'il peut faire des trucs. Depuis le début, ce projet, on avait l'air d'avoir plutôt confiance. Tom King, qui participe à l'écriture, au consulting, c'est aussi un signal que James Gunn aime beaucoup ce qu'il a lu de Tom King. Et que ce projet-là en particulier, s'il porte le nom du comics, c'est que clairement il va être traité avec prestige. C'est quand même le seul projet qui n'est pas actuellement développé par Gunn chez DC Studios. En film, je veux dire. Ouais. Oui, parce qu'après, il y a Lanterns, etc. Mais... Oui, mais il est quand même derrière quand même, quoi. Donc, bon. Oui, mais il est entre guillemets en capitaine, là, pour le coup. Il est pas aux commandes directement. Oui. Anna Nogueira, qui avait été récupéré pareil, après avoir écrit le script de Supergirl pour l'ancien univers, qui a été sauvé. Donc, ça veut dire que Gunn a bien aimé ce qu'il a lu d'elle. Les acteurs et actrices, pour l'instant, qui ont été nommés sont bons. Willie Alcock, moi, j'ai grave foi en ce potentiel, en plus. Je la vois très bien en Supergirl. Je sais pas pourquoi tu dis toujours Willie, mais en plus, tu l'avais écrit dans un article où t'avais 3 fois Willie Alcock, quoi. Non, Millie. Oui, Gillespie. oui, mais sauf que moi je l'écris pas parce que moi je me relis. Donc du coup, ouais, franchement, moi je suis chaud. Effectivement, la photo c'est important sur ce genre de projet, surtout si ça se passe bien dans l'espace et tout. Sur notre planète, quoi. Franchement, s'ils font juste le script à la lettre, enfin le comics à la lettre avec une belle caméra, une belle photo, des bons acteurs, je sais pas ce qui pourrait mal se passer pour le coup. Donc on est énorme poncif que je viens de dire. Plutôt enthousiaste. Non, mais on est plutôt enthousiaste quand même parce que effectivement sur le papier, pour l'instant, les cartes s'alignent bien, quoi. Enfin. Toutes les sauces sur le tapis, sur la table. J'allais dire avec ton casque que je viens de faire. Allez, et pour aller dans... Papier, les cartes s'alignent bien. C'est vrai, ça. Prenez une feuille de papier, vous alignez des cartes. Ça s'aligne bien, c'est vrai. Là, c'est-à-dire que dans la pente, les pierres qui roulent, voilà. Et sans mousse, elles quoi. font leur nid. C'est ça. Allez, Corentin, pour terminer, la stupeur... ou peut-être pas, tu vas me dire, parce que toi tu es forcément surpris, je pense que tout le monde se dit après coup, ah bon, en fait c'est logique. Chris Evans, a priori de retour également pour Avengers Doomsday, on imagine pour Secret Wars également. En fait, on s'attendait à ce qu'il revienne pour Secret Wars, parce que tout porte à croire, si on lit les lignes de la main et le marque de café, tout prévu, que Secret Wars ce sera le caméo pornfest, le plus grand caméo pornfest jamais organisé par un studio. Tout le monde reviendra, en gros. C'est ça. Mais sauf Ben Affleck. Voilà. mais alors pour le coup, Chris Evans qui reviendrait déjà pour Avengers Doomsday. Alors est-ce que ils vont nous dire que c'est comme pour Robert Downey Jr., il va jouer un autre personnage? Non. Est-ce qu'il va reprendre Steve Rogers? Est-ce qu'il va reprendre Johnny Storm? Est-ce que ce sera autre chose? Non, mais il manque une phrase à ton énoncé, là. C'est quoi la phrase? Corentin avait raison. Non? Corentin avait dit qu'il allait revenir. Chris Evans? Oui. Mais alors là, mec. Mais pour Secret Wars, oui, pour Secret Wars, pas pour Doomsday. C'est pareil, c'est non, c'est l'après-quel. Non, mais il faut les considérer comme un seul film. Non, c'est pas pareil. Il faut les considérer comme le Infinity War et Endgame. Ouais, mais je sais pas, pour moi c'était pas forcément aussi évident, parce que pour moi vraiment Doomsday c'est plus encore très très Fantastic Four et très Doctor Doom, alors que le Secret Wars c'est effectivement
beaucoup plus d'ensemble, vraiment l'ensemble complet. Et C'est vrai que effectivement, dans Secret Wars, il y a pas Doctor Doom en plus. mais non, mais c'est pas ça. Il est pas là. Je te parle en termes de focus. En termes de focus, il me semble, à mon sens, mais de la même façon que Endgame, c'est vraiment là où il y a tout le monde qui revient, alors que techniquement Infinity War, t'as pas non plus tout le monde, tu C'est vois. un tout parterre, c'est un tout. Bref, écoute, Tu vois. tu es de mauvaise foi. Non, je suis pas de Et mauvaise un foi. mauvais Non, perdant. non, Voilà, je suis pas de mauvaise foi. grave, hein, ça te souhaite pas, mais bon. Pour moi, le grand retour de tous les 6, parce que du coup, on s'attend à ce que vraiment il y ait aussi Scarlett Johansson qui revienne, Ah bah oui, clairement. non, mais Mais évidemment. pour moi, se faisait Ils vont dans tous- Secret ils vont Wars. tous revenir. Tous les mecs qui ont posé un jour un pied dans l'univers Marvel, ils vont tous être là. Hein. Voilà. Ça va coûter un fric de fou. Moi, je suis surpris que Chris Evans soit déjà là pour Doomsday. Après, faut voir, hein, c'est The Rap qui sera l'actu et tout. Mais en fait, Non, mais The Wrap, pour ceux qui prennent maintenant, oui, c'est sérieux le Rap. Pour ceux qui prennent le podcast en cours de route, en fait, la rédaction de Deadline avait il y a 3 ans, je crois déjà. Mais ça, je pense que du coup, c'était le Johnny Storm dans Deadpool et Wolverine. Tu vois. Peut-être, mais ils avaient dit qu'ils avaient encore un contrat chez Marvel Studios, que c'était pas pour machin et tout. Et ayant vu justement Deadpool et Wolverine, moi je m'étais dit, ah bah voilà, en fait, c'était ça ils avaient cramé cette carte-là. Mais en même temps, ça me paraissait un non-sens de ne pas faire revenir Rogers au moment de Secret Wars parce que il fallait refaire le remake de la scène des portails, mais ce coup-ci, les portails multivers, grosso modo, avec tout le monde, de toutes les adaptations de tous les temps de l'univers cosmique et compagnie. Même, tu vois, on pourrait se prêter à rêver qu'ils mettent Miles Morales de Spider-Verse en animation dedans, tu vois. Enfin, Ah, ça, à la limite, ça m'intéresse. Enfin, je trouverais ça fun, le côté Roger Rabbit. ouais, je pense qu'il y aura beaucoup même de clins d'œil, d'adaptations qui n'ont jamais été faites, comme avec Gambit et tout. Enfin, à mon avis, c'est le moment en fait où ils peuvent vraiment se dire, bon, écoute, on n'a pas réussi à clore cette période en fait un peu débile avec Endgame, où on voulait passer à la suite et en fait, les gens sont encore accrochés au passé. Enfin, accrochés à ce qui a fonctionné en fait, simplement parce que les produits suivants étaient pas bons. Enfin, pas tous mauvais, mais la plupart étaient pas bons. Moi, à mon sens, si tu veux, c'est logique de faire ça. Pour Doomsday, effectivement, comme tu dis, ce qui est étonnant, c'est qu'ils le font revenir directement. Ce qui, du coup, tend à confirmer que le Doomstark, on va dire le Doomstark, hein, parce que chaque fois, on passe en plus dire, est-ce que c'est vraiment Doctor Doom? Est-ce que c'est Tony Stark? Ce sera les deux, à mon avis. On verra, je pense, un bout de sa terre à lui. Ou alors un Cap qui vient de cette terre-là et qui expliquera qui est le Doomstark et qui dira, dans notre réalité, Thanos, il a massacré tout le monde. Tony Stark a vrillé, ou Thanos ou un autre. Il a fait son bouclier d'armure autour de la Terre. Il s'est devenu le dictateur cosmique. Et là, approché par Beyonder, ce que tu veux. Enfin voilà, il a eu l'idée du Battle World, qui sera la suite une fois qu'il aura été battu et qu'il dira, bah voilà, maintenant je vais faire une grosse baston de tous les univers à la Time Runs Out. Ou alors justement, c'est le Doomstark façon Maker qui te dit en fait que comme les réalités vont finir par se détruire dans le multivers, il faut recréer une Terre Prime et c'est comme ça qu'il va faire son plan à lui. Et du coup, on aura le Cap de cette réalité-là qui sera Chris Evans. Comme ça pourra permettre de ne pas salir le fait que Cap avait droit à une belle fin dans Endgame. Oui, si c'est Cap, c'est un autre. Voilà, est-ce que ce sera Cap ou Nomad ou un US Agent ou même comme dans l'univers Ultimate actuel, tu vois, où Red Richards est devenu Doctor Doom, tu vois, enfin dans l'univers Ultimate de Hickman. Peut-être qu'ils vont lui dire en fait que lui, bah je sais pas, ce sera un autre, peut-être qu'il aura des rayons gamma, j'en sais rien, tu vois. Enfin, mais tel quel, c'est pas une surprise. Par contre, ça encourage ce qu'on dit depuis quand même quelques temps maintenant, le côté pourrissement de l'univers Marvel qui repose encore sur la même base, sur les mêmes figures et sur la même nostalgie en fait, qui a pas réussi à installer de nouveaux héros, qui essayent, mais qui n'y arrivent pas et qui du coup, bah en fait, une fois qu'ils auront fait ça, tourner cette page-là, il y aura les X-Men. Voilà, à part la perspective X-Men. Bah non, mais c'est que ça, hein. Je te l'ai dit. Et ça, alors, c'est mon autre pari, sur lequel je suis sûrement complètement naïf, mais pour moi de dire, c'est qu'une fois, voilà, ils vont jouer cette carte. Effectivement, on le refait pour Secret Wars. Et ensuite, par contre, on fait la X-Men saga et on fait plus de films Avengers pendant, je t'ai dit, 10 ans, avant de faire le X-Men versus Avengers, quoi, tu vois. Pour moi, c'est le seul truc pour arrêter, justement, de pourrir, de se reposer sur ces vieux acquis. Et pour maintenant créer, en fait, ce qui sera le Hugh Jackman de demain, quoi. En fait, vraiment. C'est de ça qu'ils ont besoin. Et du coup, je voulais revenir aussi sur un autre pari. Moi, je pensais qu'ils feraient cette équipe des FF pour un film et ils diraient que c'est une réalité parallèle et après, ils migreraient vers autre chose. S'il y a effectivement une sorte de réécriture de la continuité dans Secret Wars, je me demande s'ils vont pas justement quand même les garder. Parce que Feige a vraiment l'air de beaucoup y tenir à Fantastic Four First Steps. Ils font vraiment un soin particulier à ne pas montrer d'image, à ce que ça reste bien quadrillé. Et pareil, alors que ça a été tourné en extérieur pour une partie, quoi. Voilà. Enfin, avec des studios, enfin, avec des vrais décors reconstruits. Bah, c'est ça le problème, tu vois, c'est que est-ce qu'ils ramèneraient les FF dans un présent ou est-ce qu'ils renverraient ces FF là dans leur réalité façon Jack Kirby pour après créer une autre équipe qui serait plus jeune ou
faire une sorte de vraiment genre terre ultimate de l'univers Marvel. Le fait, c'est que avec cette configuration de Fantastic Four, ils peuvent aussi très rapidement amener la Future Foundation avec les gamins, hein, tu vois. Oui, tout à fait. Ouais. Donc il y a peut-être ce plan-là aussi d'avoir ce côté. Ils étaient pas sur le visuel, les gosses? Non, mais tu peux le. Bon, ils ont l'âge d'avoir fait des gosses. Voilà, tu vois. Ils peuvent avoir une structure de famille vraiment avec des enfants après. Avec Franklin et Natalia. Ouais. Bah pourquoi pas. Moi, franchement, je suis plutôt chaud pour ce film-là en tout cas. Faudra qu'on fasse un petit podcast prédiction en 2025, enfin prévision 2025. Ouais, tu sais l'intérêt que j'ai. Non, mais entre Fantastic Four First Steps et Superman l'année prochaine, je sens quand même moi l'impression d'une page qui se tourne, qui m'ambitionne un peu. Enfin, d'une page qui s'ouvre, surtout une nouvelle page qui s'ouvre. Oui, c'est ça, ouais. Bah, je l'ai toujours dit, hein, depuis des mois. L'été 2025, c'est qui tout double. Hein. C'est soit ces deux réussites et ça donne un nouveau peps au genre super-héros et ça va vraiment créer quelque chose. Soit ça prend pas et dans ce cas c'est finito quoi. Il y aura pas d'autre espoir quoi, à mon sens. Mais bah le reboot des X-Men c'est aussi une sorte d'espoir quand même. Ouais, mais ce sera dans 5 ans après quoi. Ouais. Et d'ici là. Avec un petit Zac Efron en Wolverine et hop, on est bien. Faut survivre à 5 ans de rien, quoi, tu vois, mais voilà, et je pense que de toute façon, les deux studios sont très contents de ce qui va se jouer à l'été 2025. Ouais, mais tu l'entends dans les tout le monde serre les fesses, à mon sens, à Hollywood, hein. Si. Ah, ouais, bah, oui, si le Superman flop, c'est bon, il a pas. Il floppera pas. Bah. Il y a zéro chance qu'il floppe. Mais bah, tu sais pas. D'ailleurs, il nous reste que 3 semaines avant la fin de l'année. Et James Gunn, il avait dit pas de trailer avant 2024 pour Superman. Moi, je pense début d'année. Bah, les rumeurs, c'est quand même que ça sortirait en décembre. Ok. Donc c'est pas impossible. Mais attends, par contre, il y a Kraven encore à regarder. Hein. Mais non, il y a pas Kraven. Je vais pas regarder Kraven. C'est vrai que toi, tu vas pas le regarder. C'est vrai que tu vas pas le regarder. Sauf si tu me dis c'est bien, là j'y vais. Mais sinon, j'y vais pas. Non, je pense pas que ce sera bien. Allez, on en a terminé pour ce podcast. On espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir. On a besoin de votre soutien sans faillir, hein, sans s'arrêter. Vous pouvez partager sur les réseaux sociaux, en parler autour de vous, mettre des petites notes un petit peu partout. On n'a pas eu de notes ou de commentaires même sur Apple Podcast. Donc s'il y en a qui l'ont pas encore fait, n'hésitez pas. Si vous nous écoutez sur cette plateforme, sinon continuez de partager, de commenter sur Podcast Addict, sur Spotify, sur toutes les autres plateformes et de nous soutenir sur notre Tipeee régulier pour qu'on puisse continuer de faire des podcasts sur le long terme. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés, puis on se dit à très bientôt pour la suite de nos émissions. Salut!